Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Name's Bond, James Bond. Vous aimez le cinéma? Une seule émission est faite pour vous, c'est le Late Show, et c'est maintenant. Bonsoir, bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous cinéma, série télé, pop culture de l'internet français. Bonsoir les chroniqueurs, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu un temps de réaction là? Parce que d'habitude, tu commences directement par les présentations. Ah ok, d'accord. Alors, du coup, là, ça je nous a un vous ai peu perturbé les amis, désolé. Ce soir, autour de la table, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Nous avons Maxime. Bonsoir Maxime. Bien le bonsoir. Nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et nous avons Eikichi. Bonsoir, Bonsoir. Eikichi. Et à la régie, aujourd'hui, nous avons personne. C'était une petite boutade, les amis. Voilà, donc c'est moi qui vais faire la régie exceptionnellement. Voilà, donc notre cher Lulu ne pouvait pas venir. Donc on s'est dit pourquoi pas tous être autour de la table. C'est une idée de Maxime. Merci Maxime. Voilà. Et on pardonne Lulu. Et on pardonne Lulu, bien entendu. Au programme de cette émission, donc, nous allons parler dans une première partie du nouveau film de Yorgos Lanthimos, donc Pauvre créature. On enchaînera dans une deuxième partie avec le retour de ma chronique, voilà, la nouvelle dimension, épisode 2. Ensuite, en troisième partie, ça sera le box-office sur Godzilla Minus One. Et on terminera l'émission par le deuxième épisode de ta chronique, mon Jérôme. Tu vas nous parler de quoi ? Aujourd'hui, on va simplement parler de la plus grande rockstar que la Terre ait connue. Ok, d'accord. C'est bien, c'est mystérieux. Je vous avoue, bon, je sais le titre du film, mais je ne l'ai jamais vu. Donc j'aime bien être un petit peu dans la surprise comme ça. Et bah écoutez, et puis au cas où, si on a le temps, si on voit qu'on s'est pas trop attardé, il y aura un petit débat bonus, voilà, sur les attentes de 2024, parce que voilà, ça peut être toujours cool de voir un petit peu quel genre de film vous attendez et si ça risque d'être des bangers ou non. Voilà, on passe tout de suite donc à la première chronique, rubrique de l'émission, c'est le box-office. On parle tout de suite de Pauvre créature réalisée par Yorgos Lanthimos. Tout de suite, extrait vidéo. À tous de progresser, de grandir. Une femme qui trace sa route vers sa liberté. Je trouve ça exquis. De retour dans le studio après ce court extrait vidéo. Donc, Pauvre créature, réalisé par Yorgos Lanthimos. Donc, son précédent film, c'était The Favourite, qui a reçu énormément de prix. Et Pauvre créature est sur le point de suivre la même chose. On retrouve au casting Emma Stone, William Dafoe, Mark Ruffalo et Rami Youssef, voilà, dans les rôles principaux. Au synopsis du film, moi j'ai noté, Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Goldwyn Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Widenbrun, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. C'était le synopsis d'Allociné, je l'ai trouvé vraiment très bien, donc je me suis dit pourquoi pas vous le citer au micro. Qui veut commencer, les amis, à nous donner son avis sur le film ?
Alors, tout de suite d'avance, Ekichi, tu n'as pas vu le film, mais Je c'est n'ai pas pas bien vu le grave. film, Tu mais, as vu le deuxième film, mais Heureusement, sinon je ne serais pas là. oui. Mais bon, c'est peut-être le but est de te donner un petit peu envie au cas où. Oui, parce que voilà, d'après la bande-annonce, il me donnait quand même bien envie. Il y a un très beau casting et voilà, il fallait faire un choix. Malheureusement, des fois, on est un peu victime du temps. Exactement. Les 2 films sont sortis 3 jours avant l'émission, donc il fallait faire un choix. Je l'ai fait, je ne regrette pas. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, ouais, ça fait partie des films que j'avais envie de voir quand même. Donc, Ouais, d'accord. Bah écoute, potentiellement, ça sera un rattrapage de cette année et peut-être en fin d'année, donc début saison 7, tu pourras nous dire si tu l'as vu ou non. c'est ça. Jérôme, commence. J'ai envie de t'entendre parler de Pauvre créature. Je sais que c'est un film que tu attendais beaucoup. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais te poser une question. Tu l'attendais parce que tu avais beaucoup aimé The Favorite ou non ou c'est le casting, ou c'est l'ambiance qui t'a donné envie? Alors, il y a d'une part le casting, d'une part l'aspect visuel de tout ce qu'il y avait autour. Voilà, je me suis refusé la bande-annonce parce que je ne voulais absolument pas savoir de quoi ça allait me parler. Oui. J'étais déjà conquis par, par l'idée du film. Déjà. Ok. J'ai pas été déçu parce que voilà, c'est un joli voyage initiatique. Voilà, c'est à mi-chemin entre le Candide, la Genèse, comment les monologues du vagin et Frankenstein. Enfin voilà, c'est un mix quand même bizarre. C'est vrai, oui, plutôt, oui. Voilà, a priori, donc c'est l'adaptation d'un roman écossais. Oui, apparemment, j'ai vu que c'était un roman, oui. Donc voilà, franchement, fallait accoucher de ce truc, quoi. Alors oui, justement, c'est ce que j'allais y venir. Donc je sais qu'avec Maxime, vous l'avez vu juste avant l'émission. Je vous avais prévenu, je l'ai vu mercredi, jour de la sortie en VO pour ma part. Vous l'avez vu en VF. Oui. Je vous ai dit en sortant du film, c'est un film qu'il va falloir digérer un petit peu. C'est un film un peu complexe. Est-ce que c'est pas un petit peu trop à chaud pour vous d'en parler? Voilà quoi. Tu le ressens pas comme ça, Maxime, toi? Est-ce que Oui, alors moi qui n'ai pas de mémoire. Non, mais... je n'ai pas de mémoire, donc c'est très bien que j'en parle à chaud. Voilà, c'est un film, c'est sûr, comme tu dis, c'est cru, hein, attention, hein, éloignez les enfants ou ne les emmenez pas voir ce genre de film. Personnellement, je trouve que ça a été, mais je sais que des gens peuvent être mis mal à l'aise sur certaines scènes. Voilà. On va se tourner vers Gary tout de suite. Parce que Gary, bon, c'est... Alors, vous le savez, vous nous connaissez voilà, depuis quand même quelques saisons. Gary, c'est pas du tout son style de film. Il a fait l'effort d'aller le voir. Merci à toi. Mais je sais d'avance que tu as dû être gêné. Voilà, quand j'ai vu les bons sulfureux de Emma Stone, je me suis dit bon, mon pauvre Gary devant le film, ça doit être beau à voir quand même, tu vois. Donc alors, tu t'es senti gêné comme l'a dit Maxime, ouais? Oui, pour moi, c'est la première partie du film où j'étais vraiment mal à l'aise, gêné. Pourquoi? Déjà, parce que j'ai horreur de voir des scènes, des scènes de chirurgie avec les organes, où tu vois tout. Alors ça, déjà de base, j'ai beaucoup de mal à voir ça. La scène où il opère le cerveau, ça j'ai pas regardé, c'est impossible pour moi de voir quand ça. même. Non, moi je peux pas voir ça. Ok. Quand tu touches la tête, non. Alors, moi, c'est à l'intérieur de la tête là pour le coup. vu qu'on en est ces confidences-là, moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand on touche aux yeux. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Moi, horrible. Mais un truc. Mais même Gary, il va se retirer ses lentilles, on va dire, à côté de moi. Je suis obligé de partir. Ah oui, d'accord. Ah mais je déteste qu'on touche les yeux. Ne touchez pas vos yeux, bordel. Moi, il n'y a rien qui me débecte. À chaque fois que je regarde un film avec quelqu'un qui a du mal avec une scène, je dis mais regarde, tu loupes tout. Alors, là, pour le coup, Emma Stone va toucher les parties intimes d'Amor, par exemple. Ouais. C'est un exemple dans le film comme il y en a plein d'autres. Emma Stone se met totalement à nu au sens propre comme au sens figuré dans ce film. Mais c'est pour vérifier s'il est bien mort. Ah bah là, oui. Ah bah là, il est mort. Non, mais voilà, mais tu vois, c'est ça qui est drôle. Il est mort. En fait. C'est sûr. Au lieu de lui lever le bras. Voilà, là, il n'y a pas de rigidité cadavérique. Non, finalement, la puissance. Bon, continue Maxime de nous parler un peu du film. Après, on reviendra un petit peu à ton avis. Alors, esthétiquement, je l'ai trouvé très joli, très réussi. C'est des scènes de tableau, tout simplement. C'est très coloré.
Non, moi j'ai bien aimé ce côté visuel. Après, voilà, il parle que la femme se fait aussi, puisque bon, on va pas essayer de spoiler non plus, mais voilà, c'est une petite fille dans un corps d'adulte qui grandit finalement, et on grandit avec elle pendant le film, et du coup, elle va découvrir un tas de choses, notamment sa sexualité, et puis les hommes aussi, le rapport aux hommes, puisque ça dénonce aussi ça. Je pense qu'il y a une petite part de féminisme dans ce film, totalement. Assumé, voilà. Pas une petite Non, part, mais hein, c'est totalement assumé. Elle se retrouve confrontée à énormément de facettes de ce qu'est le patriarcat, etc. Voilà, et comme Ken l'a appris, voilà, c'est pas un truc avec des chevaux, quoi. Non, oui, tout à fait, oui. Non, clairement. Mais alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé donc dans ce film, là, c'est juste pour en revenir en fait à ce qui entoure Emma Stone, c'est j'aime beaucoup le titre du film. Au départ, au premier abord, on pourrait penser que Pauvre créature, en fait, il parle d'elle, et en fait, finalement, il parle en fait de tous les gens qui sont autour d'elle, et tu te rends compte que les 3/4 des gens qui sont autour d'elle sont complètement fous, à la fois masculin et féminin. Ça dénonce la société de toute façon. Voilà, parce que même quand elle regarde par exemple les pauvres qui meurent de faim, elle veut leur donner, et finalement les matelots vont lui voler son argent, plein de choses comme ça. Voilà, mais en fait la naïveté là, elle est expliquée parce que comme on le disait en off, elle a un âge mental qui est beaucoup moins élevé que les autres, elle voit pas la méchanceté, et c'est pour ça qu'elle a des réactions extrêmes sur beaucoup de situations, comme par exemple le fait quand elle voit la misère de ses propres yeux, alors qu'elle baigne, on va dire, dans ce monde richissime, mais pour elle, c'est pas un monde richissime, c'est juste le monde normal, banal. normal. Tu vois, même nous, au départ, on se dit, mais en fait, c'est bizarre dans ce monde-là, tout est beau, tout est riche, tu sais, c'est un peu l'opulence partout. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, il y a une autre facette de ce monde-là qu'on nous montre quelques secondes, et là, elle part, en fait, c'est tellement choquant pour elle. Et comme tu l'as dit, elle donne l'intégralité de l'argent de Mark Ruffalo parce que c'est inconcevable en fait pour elle de voir autant de misère d'un coup, d'un seul, et c'est extrême. Alors moi justement, ce que j'ai remarqué, on en a discuté un petit peu avant, je sais pas si tu seras d'accord, GG, les 7 péchés capitaux. Pour moi, ils en parlent. Parce qu'à un moment donné, même ils dénoncent la luxure, ils le disent, hein, c'est dans les termes. Donc pour moi, on voit un petit peu les péchés capitaux des humains. Et je pense que ils en parlent en fait. Comme je te l'ai dit, moi je n'ai pas vu ce côté-là, le côté des 7 péchés capitaux. Mais après, potentiellement. Ils parlent, les mots sont dits, hein, la luxure, alors l'avarice. Je crois qu'ils parlent de tout ça. Hein. Ça montre les péchés des hommes, en gros. Oui, de l'humanité. Voilà, tout à fait. En règle générale. Gary, qu'est-ce que tu veux rajouter sur le film ? Je dis que moi j'ai vu le premier péché original qu'a fait avec la pomme, tu vois. C'est comme Ève qui commet le premier péché avec une pomme. Voilà. C'est exactement ça en fait. C'est là où ça rappelle la Genèse, etc. Parce que c'est ça. En plus, c'est God lui-même qui dit qu'il lui a créé un paradis duquel elle sortira pas. C'est son Dieu. Et donc c'est clairement ça. C'est-à-dire que là, en plus, c'est même pas Dieu qui la châtie et qui lui dit de se barrer et tout ça. Non, c'est elle qui veut sortir du paradis pour apprendre par elle-même. Exactement. Et moi, c'est pour ça qu'elle découvre les péchés. Voilà. Et moi, qui est Ruffalo, exactement. Oui. Exactement. Ça, c'est une super analogie, les gars. Et moi, je te dis qu'elle découvre justement les péchés. Voilà. Ah, mais c'est possible. En fait, en vrai, c'est plus qu'elle découvre les péchés. Elle découvre, en règle générale, la vie avec ses bons et ses mauvais côtés. Voilà, parce que y a pas que des mauvais côtés, on va dire, dans cette histoire. Elle apprend énormément de choses, comme le fait qu'elle va se découvrir une passion pour la médecine plus tard. Ça, c'est aussi une preuve de son éducation très cynique de la part de Mark Ruffalo, de William Dafoe. Performance incroyable de William Dafoe, d'ailleurs. Hein. Ah oui, puis Eric Herson-Macquarel par-dessus, c'est d'autant mieux. Oui, voilà, Eric Herson-Macquarel. On rappelle, bien entendu, on a fait une petite interview de Eric Herson-Macquarel l'année dernière, au moment de la sortie de Glass Onion. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, les amis. Et c'est lui qui fait la voix d'intro du Late Show, quand même. Et c'est la voix de la saison 6 du Late, si vous ne l'avez pas reconnu. Voilà. Non, franchement, belle performance. Moi qui voulais aller le voir en VO hier soir. Mais la séance était vraiment tardive et j'étais claqué. J'ai pas regretté de l'avoir fait en VF pour le coup parce que c'est bien adapté. Voilà, les voix c'est les voix
habituel de chaque acteur, chaque ouais. acteur présent. Et franchement, ça passe super bien. Ok. Voilà, l'adaptation est bonne. Je pense même, enfin, peut-être que je vais un peu loin, mais certainement là où il y a énormément de fois fuck en anglais, je pense que le français a été plus créatif en variant. Ah, peut-être, Tu vois. peut-être. Moi, je vois une scène où elle dit justement fuck en marchant. C'est dans un couloir. Fuck. Ah non, ça c'est dans The Favorite. Ah, je confonds. Eh oui, parce que justement, j'ai fait mes devoirs, les amis. J'ai regardé le précédent film, donc cette semaine, moi, de Yorgos Lanthimos. Je ne connaissais pas. Je me suis dit, c'est un film quand même qui est en train de percer quand même dans le milieu cinématographique, pauvre créature. Et The Favorite a eu beaucoup de récompenses également, dont Olivia Colman qui a reçu l'Oscar en 2019, donc monde d'avant Covid. Et donc je me suis dit, il faut que je le vois absolument quand même ce film. Et j'ai adoré The Favorite. Ah oui. Et je me suis dit, ah bah putain, je vais encore plus aimer Pauvre Créature, parce que Pauvre Créature, moi, dans les quelques visuels et les posters que j'avais vus, ça m'attirait énormément, visuellement parlant. Et quand je suis sorti du film, bon, j'ai retrouvé quand même des éléments qui faisaient le charme des films de Yorgos Lanthimos. Donc par exemple sa mise en scène avec beaucoup de grands angles, voire limite du fisheye, qui est vraiment très très intéressant. Et très très rare, parce qu'on a carrément des travelling en fisheye. On a vraiment. Je voulais en parler justement. Oui, effectivement, dans ce film, on en voit beaucoup quand même. Hein. Ah oui, carrément. Et je trouve que par contre, toi, contrairement à The Favorite, où le fisheye est plus un effet de style en mode bon, on a mis un fisheye, j'avais envie de mettre un fisheye, c'est très joli. Mais je trouve que ça parle, on va dire, ça sert pas le propos, ou en tout cas moins que dans ce film. Je trouvais que là, dans ce film, le fisheye aide ça ajoute au malaise de certains Exactement, moments. voilà. Et alors la musique qui est par-dessus, c'est un compositeur qui est pas bien vieux a priori. Ok. Moi, parce que j'ai regardé qui était le compositeur, parce que la musique, déjà dès le début du film, me rappelait celle de Under the Skin. Ok. Avec des sons stridents, malaisants, qui partent dans des notes qui deviennent fausses, etc. Enfin, voilà, ça m'a rappelé ça, qui était aussi un film à Oscar et à récompense, tu vois, avec Scarlett Johansson. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais pareil, dans le genre malaisant, il se pose là, ce film-là. C'est Under the Skin. Under the Skin, je l'ai vu au cinéma à 3, putain, à l'époque. Ouais. et donc, du coup, j'ai regardé si c'était pas le même compositeur. Il se trouve que non. Et ouais, c'est ça, c'est un Jenkins, je crois, il s'appelle. Et enfin voilà, il est pas bien vieux, quoi. Ok, d'accord. Gary, parle-nous un petit peu de ton avis sur le film, un peu plus en détail. Et après, Jérôme, tu continueras ton avis. Alors, plus en détail. Pareil, pour moi, le film, toi, je le divise en deux parties. Ouais. Et toi, c'est vraiment la première partie que j'ai pas aimé. Bah, déjà, parce que c'est là qu'il y a plus de scènes un peu gore, tu vois. Ouais, on va dire cru. Voilà. Et ensuite, alors pour moi, c'est un mauvais point, mais je pense pour le film, c'est un bon point, tu vois. Parce que le principe de base, c'est un chirurgien qui met un cerveau de bébé dans le corps d'une adulte. Ok. Oui, totalement. Et, alors, j'ai déjà vu l'inverse, tu sais, un adulte dans un corps d'enfant. C'est par exemple le détective Conan en dessin animé, tu vois. Ok, oui. Ou Freaky Friday. Mais ok. ouais. Mais j'ai pas la ref. C'est mère et fille qui échangent. Mais l'inverse, c'est vraiment perturbant pour moi. Ok. Mais après, je pense que c'est un bon moment pour le film parce que c'est tellement bien fait. Je veux dire, quand elle apprend à marcher, elle apprend à parler, tu vois, c'est bien fait. Oui, non, mais clairement. Mais pour moi, j'étais vraiment mal à l'aise devant cette première partie. Et surtout qu'après, elle découvre très vite ce qu'elle peut faire avec son corps. Oui. Et quand tu vois des scènes de sexe alors qu'elle a 1 an d'âge mental, tu dis. Oh, alors, oui, justement. Ils abusent totalement de sa naïveté, tu vois. Ah, bah, totalement. Voilà. Mais justement, c'est aussi, je pense, ce que veut dire le film, les amis. C'est quelque chose qu'il veut être dénonciateur, comme quoi il y a un abus de confiance clair sur femmes, Autry. Ah, pas spécialement sur les. Bah, oui, des femmes influençables. En tout cas, sur Emma Stone, là, c'est une femme, mais surtout, je pense en règle générale, comme quoi c'est un film pour dire. Soyez un minimum méfiant, voilà quoi, pour montrer qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans l'humanité, mais pas que, faites gaffe quoi. Que des choses ne se font pas en société. Aussi, également, voilà. Et par contre, une seconde partie où là, vu qu'elle est moins naïve, qu'elle comprend mieux le monde,
que moi je peux un peu mieux regarder, et là je comprends un peu plus les intentions du film, et pour moi c'est surtout mettre en avant la liberté sexuelle de la femme, toi. Oui. Moi je le vois comme ça, ce film. Ouais, C'est pour exprimer ça. Totalement d'accord. Donc là il y a des... Une émancipation totale. Voilà. Donc pour moi c'est dur à voir ce film, mais j'ai fini par comprendre, je pense, les messages du film. Ok, d'accord. Jérôme. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, sur ce qui a été dit, c'est clairement ça. Hein, c'est sur l'émancipation du sexuel et du corps de la femme, etc. et son respect. Enfin, franchement, thématique. En plus, c'est pas abordé dans la lourdeur, quoi. C'est ça qui est bien. Et puis, c'est correctement développé. Voilà, encore un film tourné en Hongrie, avec une DA bizarre et des ciels bleus chamarrés. Étrange. Alors, Étrange. j'aurais pas vu Willy Wonka à côté des Mastones, mais Non, là, on n'est pas dans la même ambiance, pas du quand tout. même. Mais hein. bon, voilà, il y a un moment où j'ai cru reconnaître encore le fameux dôme de la basilique quand il y a la vue embrumée de Londres, etc. Et je me suis dit, donc du coup, je suis allé vérifier et oui. Bingo. En plus, à la fin, sur le générique, il y avait que des Laszlo, Tamás, Balint, etc. J'ai Ok. dit, oh, ça, c'est des Hongrois, c'est bon, il n'y a Attila. aucun problème. Attila, voilà, bref. Donc, voilà, c'est pas Cocorico, mais je suis content. Encore. Jérôme a un affect avec la Hongrie. Bah, ouais, l'Erasmus, ça laisse des traces. Exactement, voilà. Non, merci en tout cas aux derniers followers qui viennent de suivre la chaîne Twitch, les amis, parce que si vous ne le savez pas et si vous écoutez le podcast en rediffusion, maintenant tous les late shows sont diffusés en live, donc c'est un enregistrement en direct et après c'est diffusé sur les plateformes audio. Donc merci The Rocket Off, merci Lilith08 et merci Andy Stein. Donc pour votre follower, ça fait plaisir, n'hésitez pas. En tout cas, envoyez un petit message si vous avez vu le film. Voilà, ça fait grave plaisir. Ok. Pour revenir un petit peu à l'esthétique du film, après je te laisse la parole Maxime si tu as envie de rajouter des choses. Moi j'avais envie de vous parler d'un truc. Moi il m'a beaucoup parlé ce film visuellement parlant. Donc déjà d'une, je le savais par les posters. Mais surtout, après j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé en fait en voyant le film, je me suis dit putain mais ça me fait penser en fait à du Dali, à du Terry Gilliam. Et on est totalement en fait dans le genre surréaliste, donc le mouvement art qui découle de ça. J'ai adoré les décors absolument dantesques, un mélange de old school et de futur. Et voilà. Et en fait, quand on va un peu plus loin, on se rend compte que le surréalisme, en fait, c'est une forme d'art où il n'y a pas d'autocensure par l'esprit. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un poisson avec des gros yeux, tu fais ton poisson avec des gros yeux qui se trimballent, on va dire, dans tout ça. Et tous les interstices, on va dire, tous les écrans où on montre le nom de la ville ou le nom du chapitre, c'est totalement des tableaux surréalistes. Et j'ai géniaux. adoré voir ça sur écran. Voilà quoi. Quand elle est allongée sur sa tranche de cerveau là au milieu de l'eau, c'est terrible. Il était pas bien. Il était pas bien, gars. J'ai trouvé ça génial. Tu sais ça, et ça m'a fait penser un peu au personnage dans dans Nightmare Before Christmas, là, celui qui a créé Sally. Tu es ma chose. Et qui lui met un bout de cerveau à lui, etc. Machin. Voilà, ça fait penser. Évite de dire le mot cerveau, Gary. Oui, désolé. Prévoyez le sac. Arrêtez. Non, il a partagé ses lobes avec elle. C'est lobe. Voilà, et rien à voir avec ce que la mère Macrel fait de ses lobes par la suite. Exactement. Écoute, Slim Brother sur le chat qui nous dit bonsoir. Bonsoir à toi. Merci d'être sur le chat. Maxime, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film rajouté, en tout cas par rapport à ce qui a été dit? Non, moi j'aime bien. Il y a des petits moments comiques, heureusement, qui font rire. Voilà, c'est pas une comédie, mais bon. Pourtant, il a reçu des prix en tant que comédie cette année. Oui, il y a quand même beaucoup de moments où voilà. Après, c'est un film très esthétique, ça dénonce beaucoup de choses. C'est contemplatif, hein. Oui, bien sûr, mais notamment l'emprise aussi qu'a peut-être aussi les hommes sur la femme, notamment quand elle retrouve son mari d'avant, puisque si elle a voulu mettre fin à ses jours, c'est bien qu'elle a voulu échapper à son mari qui finalement était un tortionnaire. Et voilà, moi je vous avoue quand même que c'est vraiment cette partie-là du film où j'ai eu un peu ce sentiment de malaise, où je me suis dit mais
bordel de merde. Ça dénonce Ouah, beaucoup de choses. Voilà. Putain, qu'est-ce que c'est dur les, à les regarder. femmes, moi, je pense que voilà, ça Et puis, dénonce aussi le. Qu'est-ce que c'est dur les propos de ce mari, Mais oui. bordel. Mais c'est la réalité. Enfin, voilà, on a tous des métiers aussi et on peut être confronté à ce genre d'événements, mais des femmes battues, voilà. Moi, je pense que ça dénonce aussi ça. Oui, totalement, donc, totalement. Mais c'est les bien propos, de le mettre aussi. Les propos du mari sont d'une violence. Bon, finalement, on va pas vous spoiler, mais Non. il finit pas très bien. Non, mais d'ailleurs, moi, je trouve que après, c'est pas le seul, de toute façon. C'est pas pas finir très bien. Oui, Ils finissent bon. tous chèvres, les bonhommes autour d'elle. Et magnifique phrase. Ah, ça, oui, Bon. ça, c'est Jérôme. Moi, j'ai bien aimé L'art le de chien la- coq, mais bon. L'art de la plume de chez GG. Voilà. Gary, tu veux rajouter quelque chose sur le film? Je pense qu'on a fait vraiment le tour en tout cas. Non, c'est bon. Pas aussi, c'est l'aspect de mélange d'animaux, ça aussi, j'ai du mal à digérer. Ah, ok. Ça m'a rappelé le film que tu m'as fait voir un jour. Quoi? Tu sais, que Dans ils sont Mars Attack. tous trucidés, et puis Oui, ils Mars mettent la Attack, tête oui. sur un corps d'un poisson, je sais pas quoi. Tu sais, si on a vu ça. Brett, mais qu'est-ce qu'on a regardé, Gary? Je ne sais plus, Une Gary. soirée sombre où vous étiez. Non, mais en fait, Non, mais il y a c'est un film d'horreur que tu m'as montré, et on était tellement perturbés qu'on a vu Bumblebee après. Ah ben, Oui. c'est le premier Ça vous a film, choqué. c'est le premier film de Rob Zombie qu'on a regardé. Mais en fait, vous savez, on suit la famille de nécrophiles, mais avant The Devil Reject. Et il y a, en fait, dans The Devil Reject, on suit une famille de nécrophiles, donc une famille de bons salopards en fait. Et tout le côté subversif du film, c'est qu'on va t'amener de l'empathie envers cette famille dans The Devil Reject. Ah oui, d'accord. Très difficile à regarder ce film. Hein. Et nous, avec Gary, on a regardé le film d'avant, où vraiment la famille de nécrophiles est vraiment méchante. Vraiment, on suit des gens qui vont se faire massacrer par eux. Et je vous avoue que c'était très très difficile à regarder. Le film, il fait 1h30. Pour moi, j'ai eu l'impression que c'était un film de 4 heures. Plus long que Endgame, les amis. C'est ça, oui. Je vous le dis sincèrement. C'était très compliqué à regarder. Je salue Lulu qui nous avait prêté le Blu-ray pour ce moment-là. Mais après, on a été obligé de regarder Bumblebee, donc c'était mieux. Moi, pour finir, Oui. sur pauvres créatures, n'emmenez pas vos enfants, par pitié. Alors ça c'est C'est un film familial pour famille avertie. Voilà. Oh. Mais non, mais Voilà. voilà, c'est au moins non, pas pour les enfants. non. Non. La scène du père qui emmène ses gosses. Ah Pour, oui, non, mais voilà. Mais merveilleux, Oui. merveilleux. Là, c'est. Ah ouais. Acteur français d'ailleurs. De toute Oh. la partie à Paris. Il y a deux c'est- acteurs c'est- français, c'est- j'ai vu dans le C'est film. beaucoup d'acteurs français. ouais. Bah déjà en VO ils parlent tous français. Hein. Hmm. Même Même la Maquerelle. Même la Maquerelle, voilà, Ouais. celle qui tient la maison, c'est une personne qui parle en français dans le film. Mais même quand tu l'as en VF, tu t'entends quand c'est. Ah oui, Oui, t'entends oui, quand Quand c'est- c'est un français ou. C'est vrai que doublé, tu vois. ce Quand cours c'est pas d'éducation dubbé. sexuelle, mais mais merveilleux. Moi, ça m'a rappelé. Je sais. Alors peut-être que je l'hallucine, hein, mais il me semble qu'il y a une scène un peu similaire dans la série. Je sais pas si vous vous souvenez, qui passait sur Canal, qui s'appelait Maison Close. j'ai jamais vu Maison Close. Et il y a, enfin, il me semble que justement, il y a un moment où il y a un ingénu qui pointe pour se faire donner des leçons par une catin, quoi. Et enfin voilà, ça m'a rappelé ça, et j'ai trouvé ça trop drôle. Oui, mais alors, et si ça marche pas, génial. Et là, hop. C'est comme ça qu'on est représenté à l'international, hein, de toute façon. Les ah non, maisons mais, closes. ouais, alors ça par contre c'est gros parce Voilà. que du coup tu vas en Égypte, c'est les pauvres, chez nous c'est les catins, quoi. Bah oui, non, Bah, mais oui. c'est Oui, l'image. non, hein. non, mais là globalement c'est un bah, peu extrapolé évidemment. quand même. Voilà. Et si tu vas au Portugal, c'est les pastéis de nata. Voilà. Alors Opération Portugal donc de Jal sort bientôt au cinéma, n'hésitez pas. Le 2. Le 2, bien entendu, parce que le premier a extrêmement bien marché. Voilà. Et Kichi, est-ce qu'on t'a donné envie de voir ce film? Alors pour la curiosité, du coup, oui, parce que vous me décrivez un film qui n'est pas promis dans la bande-annonce, en tout cas, qui dénote complètement avec ce qu'on en pense voir dans la bande-annonce. Donc rien que pour la curiosité et le décalage dont vous faites allusion, ouais, ça me donne Mais- encore plus envie. Je t'avoue aussi, en fait, entre guillemets, quand même, que quand tu vas voir ce film-là, c'est un film qui est pas conventionnel. Donc ça correspond totalement, en fait, à ce que tu dis. C'est fait pour ça, quoi. Donc vraiment, je te le conseille, sincèrement, juste potentiellement pour la culture. Je pense sincèrement que ça peut être un film où même si vous n'avez pas apprécié les 2h20, ce qu'il est long quand même, hein, Moi je les ai pas sentis passer, mais 2h20 c'est quand même bien
bien. Non, c'est bien rythmé. Non, hein, oui, c'est voilà, bien rythmé, mais il faut le dire quand même, 2h20. Bon, maintenant ça devient la norme. Et c'est un Oui, petit c'est peu dommage. 2 heures, ça devient vraiment la norme et la moyenne maintenant. Et c'est difficile maintenant de caler des séances de films. Hein. Ça nique quand même souvent aller 2h30 voire 2h45 dans une journée. On est loin des films où vraiment t'arrivais 1h45, t'étais sorti du cinéma et tu pouvais faire autre chose. Voilà. Ouais, mais au moins maintenant on a l'impression au moins d'en avoir un peu pour son argent. On en a plus. C'est Mais peut-être, oui, carrément. Par contre, c'est clair que le cinéma coûte tellement cher. Voilà. Donc Si je on va pense voir un que bon film, en tout c'est un film à voir, peut-être potentiellement pas au cinéma s'il ne vous tente pas, mais c'est un film à voir pour la culture et surtout pour l'expérience. Ouais, quand même, hein, je pense que si. Parce que Ah, toi, tu le conseillerais ciné? Ouais, ciné, parce que le fait déjà qu'il soit en 4 tiers, nous en plus on était dans on a eu la chance d'avoir la plus grande salle de notre petit cinéma de campagne. Et voilà, et je veux dire, t'as pratiquement la moitié de l'écran qui est tout noir sur les bords. Oui. Ça change des trucs en cinémascope où c'est les trucs de sortie de secours qui t'attirent l'œil, tu vois. C'est vrai. Donc franchement, non, je pense que ouais, pour vraiment t'en prendre plein la tête, à regarder dans le noir, dans de bonnes conditions, même si vous le regardez à la maison, quoi. Voilà. Ok. Vous le regardez pas en faisant la cuisine. Non, Pitié. carrément. De toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, vous allez louper tellement d'éléments, tellement de mise en abîme et tout ça. Parce qu'on là, on a beaucoup concentré notre débat sur Emma Stone, mais il y a tout le mythe en fait de Frankenstein qui est réinventé quand même derrière avec William Dafoe. Cette mise en abîme en fait de la créature qui va créer une créature. Parce que oui, en fait, William Dafoe. Dans le conte de Frankenstein, c'est Frankenstein, c'est pas le créateur. Là, c'est, on va dire, le créateur est une créature qui va créer une autre créature et qui va finalement se laisser avoir par des sentiments, ce que son père ne lui a jamais fait. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment très important dans le film et surtout très démonstrateur du cynisme qu'on peut retrouver dans les paroles de William Dafoe, très scientifique, en mode non, mais on doit pas éprouver des choses. Nous, on est là pour expérimenter. Et finalement, il arrive à se faire avoir quand même parce qu'il y tient quand même à Sabella Baxter. Voilà. C'est empiriquement vrai. Exactement. Voilà. Je remercie les personnes qui sont dans le chat. Bonsoir Angie Stein, merci d'être présente. Et Slim Brother te passe le bonjour aussi. Voilà. Autre chose à rajouter? Non, c'est très bon. Merci les amis en tout cas pour ce débat sur Pauvre créature. Merci Gary d'avoir fait l'effort d'avoir été voir le film. Et potentiellement on reviendra au cours de l'année. Parce que j'aimerais beaucoup que Ekichi le voie. Je suis sûr que c'est un film. Parce que Ekichi, comme on le sait, il l'a déjà dit, c'est la personne la moins cinéphile. Moi, j'ai pas autant de connaissances que vous sur beaucoup Voilà. de références, Mais sur beaucoup de l'œil Oui, et mais les secondes lectures que j'ai fait un peu justement, moins parfois. l'émission, elle est là pour ça, que ce soit pour toi, pour les gens, pour découvrir des films que globalement on découvrirait pas au cinéma. Depuis le départ, l'émission que j'ai créée à la radio, c'était voulu pour ça, quoi. Et C'est clairement ça. Hein. À chaque fois, les films sont des films que j'aurais pas potentiellement pas été voir, et à chaque fois que voilà, ils font partie de l'émission que j'ai été voir, c'est des bonnes surprises. Pardon. En référence, il y a beaucoup de références qui font partie de la culture générale avec ce que tu as vu à l'école en littérature, et etc. Finalement. Ça évoque plein de choses que tu as déjà vues en fait, ce genre de parcours initiatique, etc. avec quelqu'un qui est candide et puis qui va apprendre que le monde il n'est pas aussi beau que on avait bien pu lui dire. Voilà, je suis d'accord. Plein de choses comme ça. C'est passé quelque chose, Dim? Non, rien de particulier. C'est des rêves qu'on a. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite à la deuxième rubrique de l'émission. Et la deuxième rubrique de l'émission, c'est moi qui vais prendre la parole, puisque c'est la nouvelle dimension. Tout de suite, générique. Au-delà des classiques notions d'information, où l'homme forme ses opinions, il est une dimension où l'imagination vagabonde entre le réel et la fake news. Pénétrez avec nous dans cette zone par le biais de la nouvelle dimension. Les amis, pour ce deuxième épisode de la nouvelle dimension, je vais vous avouer que j'ai longtemps hésité sur le sujet principal de ma rubrique. Au départ, j'avais envie de vous parler donc de Blue Ice Samurai, qui est une série qui est sortie sur Netflix, mais au moment du visionnage de cette série, Captain Popcorn a sorti une vidéo dessus. Et je me suis dit que sa vidéo de 15 minutes serait beaucoup plus détaillée, beaucoup plus, à mon avis, profonde dans l'analyse de cette série. Donc je vous renvoie à sa vidéo et je pense que s'il en a fait une vidéo, c'est qu'il a bien apprécié. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Le deuxième choix que je voulais vous parler, c'était
la série Bodies sur Netflix. On en a un peu discuté en off et tout ça. C'est une adaptation de comics que j'ai beaucoup appréciée. Mais je savais que la nouvelle dimension arriverait début 2024 et que ça faisait un petit peu tard pour en parler, sachant qu'elle est sortie fin novembre sur la plateforme. Donc, il fallait que je réfléchisse et tout ça, donc un peu compliqué. Et un jour, lors d'un montage que je faisais pour un TikTok, j'ai tourné ma tête et en fait, j'ai vu mon coffret de la 4e dimension. Et je me suis dit, c'est quand même une série qu'on parle très rarement et surtout qui a énormément inspiré d'œuvres cinématographiques que peut-être vous ne le savez pas. Bien entendu, je ne vais pas parler de la 4e dimension parce que ça serait beaucoup trop long. C'est une série qui est extrêmement grande et étoffée. Mais par contre, je vais vous parler de son équivalent de chez Marvel, j'ai nommé What If. Que l'histoire était terminée. Mais elle ne faisait que commencer. Je ne suis pas un adepte des suites, normalement. Mais les choses se sont un peu compliquées dans le multivers. Qui est ce sacré beau gosse ? De retour, les amis, donc dans la nouvelle dimension. Alors, si vous vous êtes arrêté à la première saison de What If, et je le comprendrai, parce que globalement, à la fin de cette première saison, on a un sentiment de frustration qui est très très grand. Dans la première saison de What If, on a des épisodes qui sont très sympas, en tout cas sur la fin de la saison, mais aussi sur le milieu de la saison, plutôt anecdotique, voire même what the fuck pour certains. Je pense à l'épisode de Thor que tu as détesté, Steve. Ah oui, on en avait parlé en plus. Voilà. Dans les anciennes saisons. Oui, on a fait un back to the review, exactement. Mais les autres épisodes étaient corrects, comme tu dis, certains peut-être un peu plus anecdotiques, mais celui de Thor m'avait vraiment. En fait, ça m'a fait la même sensation. Je te rejoins là-dessus. Ça m'avait fait la même sensation que Rebel Moon. Ou qui fait la fête. Tout simplement. Ah non, mais c'était Ouais. l'épisode que tu regardes en soufflant tout le temps. Oui, et c'est tu te dis, ça. mais bordel, c'est quoi ça? Ok, mais moi, en fait, à la fin de cette saison, j'avais quand même l'impression que Marvel avait voulu lancer un concept, mais qu'il l'avait plus ou moins effleuré, et donc j'avais quand même ce sentiment de frustration derrière. Et là, avec cette saison 2, c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé que le concept était vraiment très très bien maîtrisé. Fini les épisodes what the fuck, on rentre dans le dur, chaque épisode est à la fois intéressant et surtout ancré dans une réalité que l'on connaît. C'est souvent des mix de 2 films du MCU qu'on connaît. Donc par exemple Shang-Chi avec Thor Ragnarok. On a par exemple, si je me trompe pas, la fin de Avengers 1 avec Thor Ragnarok aussi, puisqu'il arrive sur Sakaar, Iron Man. Bref, c'est des épisodes qui sont importants. Black Widow et Captain America 2. Tout ça, ça aide à ancrer la saison dans quelque chose que l'on connaît et surtout va au bout du concept de se poser une question et de se dire qu'est-ce qui se passe quand on change un petit peu la réalité des choses. Surtout, What If, comme on l'a expliqué en off, c'est une série de comics à la base. Et ça, je sais que Eikichi, tu n'étais pas du tout au courant de ça, quoi. Que c'était. Oui, pour moi, toutes les histoires alternatives qui existaient dans les comics Marvel, c'était dû au multivers, justement, aux différentes variantes des histoires de multivers. Mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment des comics What If. Et c'est des vieux comics. Alors, je suis dégoûté parce que j'en ai commandé, mais je les ai pas reçus. Parce que vous savez, je collectionne un peu des comics. Remboursé. Ah, mais non, c'est du Vinted. Hein. Tu peux pas trouver. Tu peux pas trouver, on va dire, c'est en magasin ou des choses comme ça. Donc voilà, vous savez que je collectionne un peu les comics, d'où le mur. Ça se voit pas du tout. Voilà. Et donc, j'ai pas reçu mes livres, donc je les montrerai une prochaine fois. Voilà. What If. Et donc, pour aller plus loin, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans cette saison 2, mis à part le storytelling, c'est la référence
au cinéma un petit peu subtil, voire même pas du tout subtil pour certains épisodes. Maxime, je sais que toi, tu as pu regarder la série un petit peu. Tu as vu l'épisode 3, si je me trompe pas, l'épisode où c'est vraiment Noël, puisque c'était un épisode par jour où c'était diffusé. L'épisode où c'est vraiment Noël, c'est donc l'épisode où Harry Hogan va sauver la tour des Avengers. Exact. Oui, il devient un petit peu un Hulk. Il devient carrément un Hulk même. Et, mais bien sûr, Die Hard. Et oui, voilà, c'est une grosse référence à Die Hard. Mais pas que, vous avez pu le voir dans l'extrait. Bien entendu, on a cette course de voiture qui est dans un désert qui fait extrêmement penser à la menace fantôme. Mais pas que. Dans les plans que vous avez pu voir dans l'extrait, c'est pour ça que je l'ai choisi cet extrait-là, les transitions entre les véhicules fait extrêmement penser à une œuvre des Wachowski. Speed Racer. Voilà, merci GG. Si vous n'avez pas vu Speed Racer, déjà d'une, allez voir Speed Racer. Et je vous le dis, il y aura un épisode de la Nouvelle Dimension qui parlera de Speed Racer parce que c'est un film que j'apprécie énormément. Et un autre très gros point de cette saison 2, c'est qu'on a une vraie origin story sur un personnage complètement inédit de l'univers Marvel et elle se tient. Ce personnage, c'est Kaori, c'est l'épisode 9 ou 8, ou non 7, l'épisode 7 de la saison 2 et il est absolument génial cet épisode. On a une origin story qui est plutôt différente de l'habitude de Marvel, c'est-à-dire en gros un personnage va avoir un pouvoir ou va se transformer en super-héros et va combattre un Némésis qui a le même pouvoir que lui ou en tout cas qui fonctionne pareil que lui. Vous voyez. Là, pas du tout. C'est Kaori qui récupère son pouvoir grâce au Tesseract et elle va combattre les conquistadors qui viennent envahir ces terres. C'est absolument magistral. J'ai adoré cet épisode. J'ai bien aimé aussi. J'adorais. Non, mais oui, vraiment, ce gars, ça m'a. Non, mais parce que c'est le mec dans un bar. J'ai bien aimé aussi. Non, c'était très très bien et je me suis régalé. C'est un personnage inédit du MCU, totalement inédit, mais pas inédit au. Moi, je connaissais pas Marvel du tout. Mais alors, je vais t'avouer. On sait pas. Moi, je ne connaissais pas ce personnage. Peut-être qu'il existe. Il doit sûrement exister dans un comics. Mais en tout cas, dans le MCU, il est complètement inédit. Et la personne qui l'incarne en termes de voix est pas en version originale, je me précise, et partante pour l'adapter en fait en live action en fait parce que c'est une actrice amérindienne aussi si je me trompe pas et voilà là on suit le peuple indien qui se fait persécuter par les conquistadors. Ça me fait penser un peu au méchant dans Black Panther 2. Un petit peu Namor, carrément, mais Namor représente plus la culture aztèque. Là c'est vraiment les Amérindiens Kaori qu'on suit. Voilà. Franchement, j'avais vraiment envie de parler de What If finalement. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Je sais que c'est une série qui est surtout en fait beaucoup appréciée sur les réseaux sociaux et considérée comme une des meilleures séries Marvel après la saison 1. Je trouve qu'elle mérite ce rang, ce statut seulement après la saison 2. Moi, pour ma part, la saison 1 n'est pas à la hauteur du concept qu'est What If. Les 2 derniers épisodes là, de cette saison sont fous. L'épisode de 1602, là, qui est un comics vraiment très culte dans l'univers de Marvel, j'ai beaucoup apprécié. Et la fin avec, tout ce qui se passe. Franchement, il me reste quelques épisodes à voir, ne me spoil pas. En tout cas, tu sais qu'il y a un épisode qui se passe en 1602. Voilà. Et qu'il est très très bon. Voilà. J'attends ça avec impatience. Voilà les amis, en tout cas, c'était mon avis sur What If. J'espère qu'elle vous a donné envie de voir cette saison 2. Et Kichi, oui, tout à fait, oui, par curiosité. Moi, j'avais quand même bien apprécié la saison 1 sur certains épisodes. Et puis, c'est toujours un peu un petit bonbon en plus du MCU qui est potentiellement un peu meilleur que les derniers films. Donc voilà, ça fait plaisir. Clairement. Totalement. Ok, et donc, avant de terminer cette rubrique, cette nouvelle dimension épisode 2, j'avais envie aussi de mettre en lumière quelque chose. Comme vous le savez, il y a quelque temps, Allociné avait fait un slogan qui s'appelait « Le cinéma, c'est pas qu'au cinéma ». C'était le slogan d'une émission qui s'appelait « Direct to DVD ». Et à l'époque, ils étaient un petit peu précurseurs. Voilà. Maintenant, avec l'expansion des différentes plateformes, Twitch, YouTube, TikTok, etc., on voit qu'il y a beaucoup de fiction qui se naît, mais qui est très rarement mis en avant.
je me suis dit pourquoi pas profiter un petit peu de cette tribune pour mettre en avant, on va dire, des créateurs indépendants qui font de la fiction, en tout cas sur YouTube. Et j'ai vu un film, je ne vais pas le cacher, c'est un film d'un copain, il s'appelle Brandon Gotto, c'est un réalisateur belge, et il a sorti son dernier film sur YouTube, il s'appelle Pandemonium, et je tiens pas à le saluer, mais à le féliciter déjà dans un premier temps, parce que pour un film de fiction, il a déjà réalisé 35 000 vues. Ce qui est franchement une belle performance. C'est un format qui est quasiment un moyen métrage. Il fait quasiment 1 heure son film. Franchement, c'est d'une très très bonne qualité. Le pitch du film est très très simple. On suit une maman qui est extrêmement malade et elle va appeler sa fille qui est partie vivre dans une ville belge pour qu'elle vienne la voir sur ses derniers moments. Sa fille va découvrir qu'elle n'est pas vraiment malade et qu'elle est possédée. Voilà, le scénario est très simple, très efficace. Brandon, il n'en fait jamais trop. C'est jamais, on va dire, dans le surjeu avec ce côté possession démoniaque. Bref, j'ai beaucoup aimé son film, bravo à lui. D'ailleurs, donc n'hésitez pas, le lien du film est dans la description de cette émission. Voilà, podcast ou émission, fragment de l'émission. Donc voilà. Autre chose, par rapport au film de Brandon, je voulais revenir sur 2 scènes que j'ai trouvées vraiment très très bien maîtrisées. La première, c'est la scène d'intro. La scène d'intro qui montre justement donc cette maman extrêmement malade et qui a une toux extrêmement grave, extrêmement grasse, quelque chose qui sort des tripes. Et le sound design de cette scène, je l'ai trouvé franchement excellent. Et c'était tellement bon que moi-même, vous le savez, étant hémétophobe, j'ai eu du mal à regarder cette scène. Il n'y a pas de vomi pourtant. Et je me dis qu'une personne qui possède le réflexe vomitif, ça doit être insoutenable à regarder. Brandon, avec son film, il va dans des tréfonds du frisson où on n'est pas dans les jumpscares. Mais vous savez, c'est le frisson de la peur. Le frisson où la musique vient vous titiller les oreilles et d'un coup... on a les poils qui stressent parce qu'on sait qu'il y a une atmosphère, une ambiance derrière son film. Et là, c'est très très bien géré avec Pandemonium. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et la deuxième séquence, justement, elle fait partie des séquences qui m'ont mis les poils en termes de frissons. C'est une séquence où justement l'actrice principale, donc Margot Colarusso, retrouve des cassettes audio. Et il y a une voix off derrière qui raconte ce qui se passe un petit peu dans cette maison. Et on a en visu un carnet. Et dans ce carnet, il y a des dessins qui sont c'est extrêmement glauque à regarder. On a l'impression que c'est des dessins d'enfants qui sont faits d'une manière vraiment très très sombre. Franchement, c'est très très bien maîtrisé, c'est sobre, efficace. Franchement, bravo à lui. Bravo à lui en tout cas pour ce film. Je remercie les derniers followers qui viennent d'arriver. Johan89500 qui vient d'arriver. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Maxime ? Gary, s'il y a des cerveaux, ne regarde pas. Non, voilà. Non. Gary, c'est pas pour lui. Je vais pas le forcer à aller voir Pandemonium. Voilà. J'en ai terminé avec cette nouvelle dimension, épisode 2. J'espère que cette rubrique vous a plu, les amis, dans le chat. Ça vous a plu, vous, les chroniqueurs ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on met jamais assez en lumière les jeunes talents. Soit les fanfictions ou soit les jeunes réalisateurs qui, malheureusement, comme beaucoup de créateurs sur YouTube, peinent alors qu'il y a énormément de bons contenus et qui peinent à percer ou ce genre de choses. Donc, et c'est peut-être l'avenir du cinéma. Ouais, et puis ce genre de contenu, tu les as pas. Enfin, c'est pas le genre de créateur qui va poster tous les 4 matins, quoi. Exactement. Parce que ça demande beaucoup de travail. Exactement. Et donc, comme YouTube met plus en avant forcément la récurrence, le flux, etc. Voilà. Et autre chose qui est mis en avant par YouTube, malheureusement, mais on est obligé d'y aller. Et c'est pour ça que vous voyez du contenu produit par cette émission, mais c'est les shorts. YouTube met énormément les shorts en avant. Ouais, alors qu'on est en hiver quand même. Bravo mon petit GG. Oh, on a Babas89 qui vient d'arriver. Hello le light, il nous dit. Écoute, merci. Salut, Babas, salut. Écoutez les amis, merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle dimension. On va tout de suite passer donc à la 3e rubrique
de l'émission, qui est le deuxième box-office de la soirée. C'est parti, générique. On va parler donc de Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki. Tout de suite, extrait vidéo. Godzilla Minus One. De retour dans le studio de Chemical Production, les amis, pour parler de Godzilla Minus One. Donc, comme je le disais, réalisé par Takashi Yamazaki, donc avec Minami Amabe, Yuki Yamada et Ryonosuke Kamiki. Voilà, je suis désolé si je me suis mal exprimé sur ces prénoms, mais comme vous pouvez l'entendre, c'est un film japonais qui parle de Godzilla. Ça fait plaisir quand même de pouvoir en parler dans une émission qui parle de cinéma, parce que c'est une institution, Godzilla, on va pas se le cacher. Oui. Le synopsis du film, il est très simple. Nous sommes un petit peu après la Seconde Guerre mondiale et tout simplement, Godzilla vient semer la terreur et la destruction au Japon, plus précisément proche de Tokyo. Je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails, voilà, et on va laisser la parole à Ekichi, puisque c'est le film qu'il a vu cette année. Et, pas cette année, mais pour cette émission, je suis débile, moi. Voilà. Avant que tu parles, je réponds vite fait donc, à Angie Stein qui nous dit comme quoi la plupart des bons réalisateurs sont cachés, et je suis extrêmement d'accord avec toi. Et donc, Angie nous dit aussi comme quoi Godzilla, c'est un kaiju, donc origine japonais. Oui, mais les Américains se sont l'approprié et on va en parler. À toi, Ekichi. Bon, bah alors, moi, ça n'a surpris personne. J'ai adoré le film, j'ai vraiment pris mon pied. Là, on voit que les Japonais ont voulu récupérer le bébé et dire on est là, les gars, aussi. On est là, parce que voilà, les films japonais, il y en a des bons. Voilà, les Japonais sont quand même pas connus pour ça, mais voilà, ils ont quand même un jeu d'acteur assez surjoué parfois. Bon, il manque souvent de moyens, etc. Là, le jeu d'acteur, franchement, j'ai trouvé quasiment aucune expression surjouée. Vraiment, c'était naturel. Voilà, on a une histoire très humaine. C'est pas comme du grand spectacle Hollywood. Voilà, comme les Américains se sont accaparés Godzilla pour le grand spectacle. Là, il n'est pas là pour le spectacle, Godzilla, en fait. Il est là déjà pour l'impressionnisme aussi, et il est là pour montrer c'est qui le patron. On n'a pas non plus ce côté apprivoisement de la bête qui vient après sauver l'humanité pour combattre des mutants, etc. Non, là, il est là, c'est les conséquences des conneries des humains, en fait. Totalement d'accord. Hein. Donc Godzilla revient à son origine, à sa source, c'est-à-dire comme quoi Godzilla est une personnification de la menace nucléaire que le Japon a pu subir après la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce film le réussit à la perfection. Ah bah moi, jamais j'aurais pensé ressentir autant d'émotions dans un film Godzilla. Dit comme ça, c'est peut-être con, mais parce que y a beaucoup d'humanité dans ce film, Godzilla, et il est un peu en arrière-plan. On nous raconte l'histoire du Japon après la guerre, comment il se reconstruit. Donc en plus, on a vraiment axé sur cette famille décomposée qui se recompose, parce que c'est pas une famille recomposée, c'est vraiment une famille complètement décomposée qui crée une famille. On a aussi ce côté du kamikaze, donc ça c'est l'intro du film, donc il n'y a pas trop de spoil, qui fuit son devoir, qui a sa première confrontation avec Godzilla. Donc dans tout le film, il a un peu cette sensation d'avoir manqué à son devoir, et donc il voudrait rectifier ça, donc se sacrifier. Donc après, libre à vous de regarder le film pour voir s'il se sacrifie ou pas. La fin du film, masterclass aussi de toute façon. Et voilà, non, que des belles... Des beaux messages dans ce film, je trouve, en fait. Oui, clairement. Après, GG, toi, tu avais un truc à dire par rapport justement aux propos du film, quelque chose qu'on a parlé en off et qui est vrai, qu'on a rarement vu. Ekichi vient d'en parler, hein, c'est ça, c'est le fait qu'on nous parle d'un kamikaze déserteur, quoi. Enfin, rien que l'idée... Au Japon. Oui, évidemment. Enfin, après, des kamikazes, j'en ai pas vu en Inde, mais...
Non, mais c'est Très pour bien. dire, on sait quand même la mentalité japonaise oui, non, mais avec la très mentalité, liée tout ça, à l'honneur. liée à l'honneur, comme tu l'as dit, tu sais, les ordres, c'est les ordres, etc. Enfin bref, ouais, un déserteur japonais, déjà, c'est bizarre. Et donc, voilà, j'ai trouvé que la thématique, elle était bien exploitée, justement, parce que le type est très tourmenté autour de ça, etc. Voilà, le côté Tokyo ravagé, etc. Pareil, il est super bien exploité, etc. Enfin, c'est vrai qu'on se figure mal comment c'était de ce côté-ci du monde, etc. D'autant plus qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'images à cette époque. Non, franchement, c'était cool. Et comme tu l'as dit, ouais, très très humain. Voilà, il y a une très bonne caractérisation des personnages. Tous d'ailleurs. Tous, exactement, tous. Parce que là, parmi les pêcheurs de mines, là, enfin, ils sont tous terribles, quoi. Oui, il y en a un qui est un peu dans le surjeu. Oui, un seul, à certains moments, mais ça va. Il y a surjeu, il y a vraiment surjeu. C'est un marin, ouais. quoi, tu vois. Oui. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un de simple. Alors, et à chaque fois, le surjeu, c'est quand ils sont dans un bar. Pas dans un bar, quand ils sont chez le personnage principal en train de boire des coups, donc il y a surjeu, mais voilà, on peut mettre ça sur le côté, il est festif à ce moment-là. Mais c'est jamais trop. Je suis d'accord, hein, c'est vrai que. Mais je trouve que le propos, là, le surjeu, il aide le propos aussi. Oui, aussi. On sent quand même que ça fait partie de sa personnalité à ce mec-là. Sa personnalité, et puis tu sais, tu le sens. En fait, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il est touché par quelque chose, tu le sais tout de suite. C'est comme un enfant de 5 ans, quoi. Bah oui, totalement. Mais ça donne cette humanité justement à cette petite troupe que l'on suit. D'ailleurs, c'est fou de se dire que on est dans un film Godzilla et qu'on finalement va s'intéresser plus à des humains qu'à Godzilla. On avait presque perdu l'habitude puisque les Américains nous mentent en fait à mettre Godzilla en amont, puisque Godzilla est juste doit représenter une menace et pas un héros, ce qui est le cas dans le Monsterverse. Et ce qui est le cas dans le Monsterverse, et ce qui est le cas depuis les années 2000, les amis. Dans le film de Roland Emmerich dans 1998, Godzilla est encore considéré comme une menace, contrairement à ce qu'on peut le penser. Il détruit New York, et puis à la fin, c'est pas spécialement joyeux pour lui quand même, Godzilla. Par contre, les Américains ont voulu en faire trop. Ils ont fait cette fameuse série animée qui était la suite de Godzilla, et Godzilla devient l'allié du gouvernement américain, limite. Mais il fallait vendre des jouets. Mais c'est totalement ça, c'est totalement enfin. ça. C'est pour ça que je suis content que le Japon était revenu en 2016 avec Shin Godzilla, apparemment, qui est vraiment un très très bon film aussi. Là, avec Godzilla Minus One, ils signent et persistent pour dire que c'est bien leur bébé. Si je me trompe pas, ils ont même été très loin puisqu'ils l'ont même nationalisé japonais. Oui, je sais plus en quelle année, mais il y a quelques années que ça, Godzilla est tellement une figure emblématique au Japon qu'il a officiellement été déclaré citoyen du Japon dans la mairie de Tokyo. Donc c'est un citoyen japonais avec sa carte d'identité, tout ça. Je pense pas qu'ils aimeraient le voir débarquer, mais bon. Non, mais non, personne n'aimerait le voir débarquer. Mais rien que pour le lire, et puis toi aussi qui as été à Tokyo, ils ont une immense statue de Godzilla au-dessus d'un cinéma. Alors, voilà. C'est l'emblème même de Tokyo et de Shinjuku. C'est plus que, comme tu le dis, hein, c'est plus qu'une statue, hein, c'est l'emblème. Ce cinéma est juste mythique. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai été au Japon, le film Nicky Larson en France était sorti chez nous, pas au Japon. Et donc, la famille qui nous a accueillis au Japon, je lui ai montré l'affiche japonaise de Nicky Larson parce qu'il allait sortir. Et il était en mode « Wow, City Hunter !» Tu vois, vraiment en mode oui, City Hunter, film français, Frenzu, tu vois, et j'ai la dit bande à Fifi. La bande à Fifi. Là, c'est Philippe Lachaud. Et Philippe Lachaud, il a présenté son film en avant-première au Japon. Il a été là-bas dans ce fameux cinéma où il y a Godzilla. Le dernier jour que j'ai passé à Tokyo, je m'en souviens toujours, on a été dans ces restaurants, je sais pas si peut-être que tu me diras le nom, Ekichi, mais c'est les petits restaurants où il y a cette petite plancha où tu mets en fait une sorte de soupe, où tu as une plancha et tu mets de la viande dans cette soupe qui cuit très rapidement, des fines lamelles de viande. C'est peut-être la fondue, parce que moi je connais le yakiniku, mais ça c'est quand tu fais griller ta viande. Alors j'y suis allé, mais c'était pas le dernier jour, mais là vraiment la soupe, non, ça me. Et le coup, en fait, vraiment, tu as une espèce de bouillon et tu fais en fait tremper donc ton morceau de viande qui est coupé d'une extrême finesse et tu manges. Et en fait, on a mangé dans le bâtiment en face de Godzilla. Donc en fait, j'ai pris des photos de ce Godzilla, de limite de la tête de Godzilla. Avec sa patte comme ça qui est sur le toit et qui est magnifique. Qui passe du toit, et le fait de l'avoir vu en vrai, ça c'est franchement un rêve de l'avoir vu en vrai, ce cinéma qui est emblématique. Déjà d'une pour ce que représente Godzilla dans le cinéma, mais aussi pour l'emblématique
du Japon, quoi. Ouais, mais même ce qui est beau, Godzilla, c'est le Japon, ça a toujours été le Japon. C'est qu'en dessous de ce cinéma et de cette statue, enfin de cette représentation, il y a beaucoup de centres commerciaux souterrains au Japon quand tu prends le métro. Et ben là-dessous, il y a un pied qui traverse de Godzilla avec les fragments, etc., avec des blocs autour pour pas qu'on puisse y aller. Mais ils ont vraiment poussé de délire à fond, quoi. De toute façon, c'est une île, donc ils peuvent pas pousser les murs. Ils sont obligés de construire en dessous. C'est ça. Non, en plus, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de constructions en dessous. Donc voilà. Non, mais et franchement, c'est trop bien. Maxime. Oui. Ton avis sur Godzilla Minus One. Alors, contrairement aux autres, non, je plaisante. T'as le droit de ne pas. Non, mais de toute façon, il l'aurait pas tenu. Qu'est-ce que c'était que cette bouse nippone? Non, absolument pas. Et justement, moi, c'est un grand oui, ce film. On revient aux bases. C'est-à-dire que il n'y a pas de fioriture avec des effets spéciaux, du grand n'importe quoi, où ça part dans tous les sens. Non, il y a une histoire de base avec, effectivement, comme tu as dit, les humains. Qui, d'ailleurs, on s'attache à eux. On s'attache à eux tout le film. Je vais pas dire que j'ai versé ma petite lame, je sais pas, comme toi peut-être. Mais voilà, on ressent des choses quand même sur le côté humain de ce film. Après, concernant la réalisation, j'ai bien aimé de nous faire voir cette reconstruction. Effectivement, elle est très très bien faite. Il se retrouve du travail, on voit l'évolution de la maison, et après, en termes d'effets spéciaux, c'est très très bien réalisé lors des explosions. Quand Godzilla, par exemple, va faire son ultra laser, c'est magnifiquement fait. Après, on en a discuté un petit peu avant, quand il marche, il y a ce côté un petit robotique, peu saccadé. Et est-ce que, c'est ce que j'ai pensé, est-ce que ça ne fait pas référence au premier Godzilla, qui était, c'était ces images un peu saccadées de lui comme ça. Et moi, j'ai retrouvé un petit peu ça. Peut-être une référence au laissez la table tranquille. Oui, attendez, elle nous a coûté assez cher quand même. Au premier Godzilla. Au Japon, il y a un tremblement de terre. C'est ça. Voilà. Mais je pense que c'était. Est-ce que c'était voulu? Parce que les effets spéciaux, sinon lors des explosions, tout ça, c'est très bien fait. Alors, pour le côté de la marche, je sais pas si c'est voulu. Après, moi, j'ai vu une vidéo théorie et analyse, enfin surtout analyse d'une vidéo de paléontologue. Qui explique que notamment ce Godzilla-là est très très bien animé parce qu'en fait il est tellement gigantesque. Et d'où le fait qu'il ait des énormes cuisses et une grosse queue qui lui sert de troisième queue, qui en fait, il explique que le Godzilla de 1998, par exemple, c'est quasiment pas possible qu'il soit aussi rapide, etc. Au niveau paléontologie, au niveau de sa morphologie. Donc il y a, on va dire, la morphologie. La morphologie. Il est plus proche d'un raptor. En fait, la morphologie tyrannosauresque, on va dire. Et il explique que c'est une morphologie qui fait perdre un peu d'équilibre. C'est pour ça que les tyrannosaures, ils couraient beaucoup en avant et que c'était surtout sur la course qu'ils étaient rapides, mais rarement sur la marche. Et donc là, avec ce Godzilla-là, vu la taille immense, et d'ailleurs on le voit aussi dans le film, au début il est plus proche de la forme d'un tyrannosaure au tout début quand il est jeune, et après qu'il fasse péter la bombe nucléaire, il a vraiment changé de forme, il s'est adapté parce qu'il a tellement grandi, il est tellement gigantesque qu'il a ce côté la vraiment... scène avec l'avion, il est quand même beaucoup plus petit. Ah oui, il est petit, et il ressemble plus à un tyrannosaure, et après on voit, il y a le côté, ils font des petites avancées où il lâche la bombe, etc. Et donc après il grandit, il est énorme, et donc il y a un côté logique dans son esthétique. Après dans le côté marche, peut-être que c'est dû au fait que justement ils ont respecté au niveau scientifique le fait qu'il soit tellement énorme qu'il soit très lent. En fait, je pense que c'est en deux temps. Je pense qu'il y a ce côté où vraiment il y a cet assaut de Tokyo où Maxime parle et il est vraiment très lent avec ses bras vraiment très proches du corps, qui là fait vraiment référence au film des années 50 pour montrer comme quoi, comme tu l'as dit, hein, on est là, on récupère le bébé, c'est notre Godzilla à nous. Et après, on a ce côté où vraiment on a ce tir nucléaire extrêmement bien fait, que vous avez pu le voir dans l'extrait vidéo que je vous ai mis. De Godzilla, le tir de Godzilla, avec le soufflement d'après. Pour montrer aux Américains, et on peut le faire aussi. C'est ça. Vous voyez les gars, et je tiens on est là. à préciser aussi un petit truc, pour 15 millions de budget. Oui. Là où certains films hollywoodiens avec 100 millions ou 200 millions, 15 des fois millions on voit seulement 15 millions seulement. Et donc c'est pour ça que toutes les critiques se prosternent et disent que c'est une prouesse. Alors, parce que c'est dans le monde du cinéma, c'est très très peu. J'irais même plus loin, les amis. 15 millions pour le cinéma, c'est une somme, certes, mais dites-vous bien que Bienvenue chez les Ch'tis a coûté 16. Je vous le dis comme ça. On a pas mal de réactions dans le chat qui nous demandent, on a Slim Brother qui nous demande très sérieusement si Jean Reno va venir dans notre émission.
Jean Reno, ça serait. Il va peut-être pousser tellement- la Alors, porte, je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'est pas fermé à l'idée de parler avec Jean Reno un jour. Qu'est-ce Voilà. que tu as vu, grand-père? Surtout que Jean Reno Le briquet. est très 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 apprécié au Japon. Très très apprécié. Oui, bah, Il a fait Wasabi, des- Wasabi, Non, mais il a fait des, oui, mais il a fait bien des sûr. pubs aussi là-bas. Des Il a fait des pubs, pubs ouais. totalement what the fuck décalés. Bon, Alors- il a été aussi dans Godzilla, donc ça c'est plus américain. mais- Ouais. Oui, mais je veux dire, On- après, c'est peut-être aussi pour ça. On a Johan dans le chat qui nous dit Jérôme, le seul à avoir pris des notes, c'est ça, c'est notre champion. Donc alors les notes, j'en ai aussi. C'est pas ses notes, c'est sa chronique de tout à l'heure. Et Kichi en a aussi des notes. Donc voilà. Gary et on- moi, c'est au talent. Voilà, voilà, mais il en Il n'y a faut. que des champions autour de la table. Exactement, voilà. Moi, je suis Et- curieux de voir de savoir l'avis de Gary sur Ah sur oui. ce film-là. Et justement, j'allais y venir, Gary. Il n'y avait pas de cerveau, donc ça va. Oui, là, ça va. Non, alors non, déjà d'une de base, je vous le dis clair, net, précis, les films Godzilla, c'est des films que tu apprécies énormément. Et puis c'est Oui, brainless. de base, oui. C'est Et puis c'est brainless, Godzilla. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de Et cerveau. comme c'est aussi un film un peu historique. je pense. Celui-là, je trouve pas. Oui, du- voilà, non. Vas-y, Bah- dis-nous ton avis. Mais là, oui, moi, je suis toujours été fan de Godzilla, je pense. J'ai découvert quand j'étais gamin avec le film de 98 et le dessin animé après. Alors, Voilà. c'est peut-être pas la meilleure chose, mais quand t'es gamin, Oui. t'es fan. Alors, non, Voilà. justement, j'allais y venir. Certes, là, je l'ai un petit peu taclé, etc. Mais comme je l'ai dit et je le répète, pour moi, Godzilla fait partie de la catégorie des films que l'on appelle catastrophes quand ce sont les Américains qui le gèrent. Je regarde ces films-là pour voir la prouesse technique de la destruction des villes, pour voir comment on amène tout ça. On n'est pas là pour voir un scénario développé quand on regarde les films des Américains sur le sujet. Certes, ça a été beaucoup reproché dans les derniers films du Monsterverse comme King of the Monster, qui est vraiment une nouvelle évolution. Donc Godzilla qui passe Super Saiyan, c'est tout. Et Godzilla versus Kong est l'exemple même, en mode où il se frite au départ et finalement il s'allie à la fin. Et là, on a le prochain qui arrive bientôt, Godzilla X Kong. Donc maintenant, ils ne sont plus l'un contre l'autre, ils sont ensemble. Donc à la Avengers-like. Ouais, c'est un petit peu pour ça. C'est des films que j'ai été voir au cinéma, que j'ai revus beaucoup de fois, que j'apprécie et que j'irai voir au cinéma prochainement. Voilà. Mais il faut aussi dire quand même que sur le propos de base, les Américains sont à côté. Bah, celui de 2014, c'est mon préféré, tu vois. Ouais, celui de Gareth Edwards, c'est ce que je disais. C'est ce que je te disais avant le début de l'émission, Ouais. Maxime. On a la première partie de ce film de 2014 qui est proche quand même de Godzilla, où Godzilla est représenté comme une menace à échelle humaine, avec les soldats, les choses comme ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on voit pas Godzilla dans ce film On Godzilla. le voit très peu, c'est vrai. Tu vois, c'est C'est ça vrai. le problème. Moi, je suis désolé, voir les deux chauves-souris qui courent après des bombes nucléaires, ça me gonfle. Oui. Tu vois, et surtout quand elles font des bruits de compteurs Gégère, quoi. Enfin, bref, non, franchement, et en plus, tu me prends pas. L'acteur qui est au top à avoir des Grammys de partout avec Breaking Bad pour le faire crever Et Bryan Cranston, au Oui. début de l'acte 2, t'as pas le droit de faire ça. Tu veux une bouteille d'eau, GG, ça va? Non, j'en sais rien, je veux assassiner un scénariste éventuellement. Dans celui-là, tu peux attraper Godzilla, mais à chaque fois qu'il est là, c'est une masterclass, je trouve. Non mais c'est ça, C'est et on le vrai. voit très peu. Mais même dans ce film-là, on le voit, je crois, 4 ou 5 fois dans le film japonais. Mais quand on le voit, c'est toujours en pleine lumière, donc il n'y a pas ce côté, on est dans la nuit pour cacher. On ne sait pas pourquoi les Américains font toujours apparaître les monstres ou les extraterrestres la nuit. Non, bah après, Là, les vois moins. tout est en plein jour dans ce pour film. Gareth, c'est parce que lui, il adore la mise à l'échelle, etc. Et qui veut nous rendre tout petits. Et que donc, Oui. à chaque fois, tu vois un bout de Godzilla et des êtres humains à côté. Mais merde, quoi. Mais ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde, Gareth, ça putain. m'emmerde. Par contre, quand tu mets un croiseur à côté de l'étoile noire qui est en construction et que là, c'est l'ombre de l'Inde qui va sur l'autre, etc. Et que tu te rends compte à quel point c'est gigantesque, là, c'est cool. Ouais. Voilà. Après, moi, j'avoue, The Creator, c'est mon film préféré de l'année dernière. Donc, c'est un film de Gareth Edwards aussi. Donc, j'aime beaucoup ce réalisateur. J'ai beaucoup aimé son Godzilla. Parle-nous un petit peu de Minus One, Gary. Et oui, et du coup, Miss One, bah, on l'a connu. Tu sais, on a vu quelques images sur internet, on se dit, tiens, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, ce Godzilla. Godzilla. Est-ce qu'il sort en France? Oui, Non. mais non. Non, il est sorti une journée ou deux, et nous, pour qu'on aille le voir, il fallait qu'on aille sur Paris. C'est ça. En Voilà. fait, en gros, pour vous expliquer, donc le distributeur du film, donc c'est Piece of the Magic, et en France, ils ont eu une sorte de collaboration avec les cinémas Gaumont-Pâté.
Et il est sorti le 6 et le 7 décembre, d'où la petite bande-annonce qu'on vous a montrée. C'est extrait de cette bande-annonce-là qui était pour le film, pour le présenter sur les 2 jours. Et globalement, qui peut voir ce film pendant 2 jours, quoi. On est le 6 et 7 décembre, ça tombe un vendredi soir et un jeudi soir, si je me trompe pas. Compliqué quand même de se dire, bon c'est mort, quoi. Et avec un peu de chance, on s'était dit, bon, espérons un steelbook, une édition sympa. Et là, quand il y a eu l'annonce en début d'année par Piece of the Magic, ressortira du 17 au 31 janvier, j'attendais juste qu'ils annoncent vraiment que c'était une diffusion, on va dire, à grande échelle, quoi, nationale, voilà. Donc voilà, puis on a eu des avis très positifs. Oui. Alors voilà, j'ai très hâte de voir ce film, et en plus de voir un film japonais, parce que j'ai jamais vu de film Godzilla japonais avant. Ok, oui. Et voilà, et du coup, on n'a pas été, j'ai pas été du tout déçu. Hein. Ah non. Déjà, les images qu'on avait vues, Godzilla quand il arrive, c'est de la destruction pure, et effectivement dans le film, ça confirme cela. C'est la scène du souffle, on en a parlé. Pour moi, c'est la meilleure scène dans tous les Godzilla confondus. Impressionnant. Hein. C'est une bombe nucléaire à lui tout seul. Et le plan après où il crie, tu vois le champignon nucléaire qui monte. C'est incroyable. Arrête déjà, t'en parles, j'ai des petits frissons quand même, j'avoue. Mais non, franchement, comme je le dis, et là, cette scène-là, elle renforce totalement le fait que Godzilla, pour les Japonais, c'est une personnification d'une menace nucléaire, hein, clairement, clair, net, précis. C'est une conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, c'est maîtrisé, quoi. C'est maîtrisé, les amis. Tu voulais rajouter quelque chose d'autre ? Donc oui. Mais Godzilla, c'est pas le point principal. Le point principal, c'est vraiment l'histoire du kamikaze qui reste hanté par la Seconde Guerre mondiale. Et que le but de ce film, c'est de voir comment il peut s'en sortir. Sortir du trauma. Traumatisme. Et ça arrive avec Godzilla, justement. Il combat Godzilla et ça va être le déclic pour lui pour se faire pardonner. Oui. Déjà à lui et aux autres, je pense. Exactement. Et c'est bête à dire, mais tant que ça va pas dans la tête, c'est difficile de construire, on va dire, cette vie et une famille. Et c'est aussi pour ça que c'est marrant de se dire qu'il a tellement mis d'efforts pour construire une sorte de cocon autour de lui pour que les gens s'y sentent bien. Et finalement, c'est le seul à se sentir un petit peu à l'écart de tout ça. C'est on va dire vraiment une mise en abîme de ce personnage-là qui est vraiment très intéressant et très bien joué. Là, l'acteur qui le joue, franchement, très très bien. Jérôme, ton avis sur Godzilla Minus One ? Le personnage, comme je l'ai dit, les personnages sont super bien caractérisés, etc. Au niveau des effets visuels, ça va, c'était bien. Il y a des moments où ça fait un peu plus cheapos que d'autres, mais bon, quand j'entends le budget, c'est pas étonnant. Parce que par exemple, j'ai pas le souvenir d'avoir vu les yeux de Godzilla bouger. Du coup, c'est là où ça faisait un peu poupée, mais en définitive, c'est vraiment pas grave. L'avion qui est utilisé à la fin là, avec l'hélice à l'arrière, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai trouvé ça magique et je pense, si ça a existé, que c'est l'inspiration pour le vaisseau de Spike dans Cowboy Bebop. Parce que tu prends cet avion-là, tu lui mets un réacteur à la place de... C'est possible, hein. Je crois qu'au niveau historique, tu le mets en rouge. Je vais regarder vite fait. Tu le mets en rouge et c'est bon, quoi. Alors là, il parle que c'était un concept qu'ils n'ont pas eu le temps de le sortir. Un concept qu'ils n'ont pas eu le temps de le mais sortir. je crois que des avions comme ça ont réellement existé. C'est possible, ça me choquerait. La tête qu'il avait, avec les ailes toutes fines, les stabilisateurs en haut, en bas, etc. Enfin bref, je me suis dit, oh, Cowboy Bebop. Ah bah c'est possible en vrai, hein. C'est possible que Cowboy Bebop ait inspiré cela de base. Truc de ouf. Et après, franchement... il existe. La question, c'est le Minus One. Le Minus One, c'est pourquoi ? C'est Godzilla avant Godzilla. Est-ce que c'est le One de 1 ou alors est-ce que c'est pour vous, ou alors est-ce que c'est pour dire que c'est avant l'heure, tu vois, puisque ça se passe avant le Godzilla d'origine. Alors, je sais pas trop l'explication du Minus One. Je sais pas si Ekichi a cherché l'explication. Pour revenir à ton histoire d'avion, donc le Kyushu G7W Shiden a vraiment existé. Il s'appelle donc le Magnificent Lightning. Et donc ça a sûrement été, je pense, le matériel de base pour l'inspiration du vaisseau de Spike dans Cowboy Bebop, c'est clair. Je reviens vite fait au chat pour nous dire merci à Nefas77 qui vient de nous suivre et il nous a fait un petit message en mode yo le dé propre l'émission mon poteau, merci mon ami.
Et on a aussi donc Angie qui est très présente sur le chat. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Qui nous a dit que celui qu'elle parlait de Godzilla, c'était celui de 98, donc avec Jean Reno. Et elle a déjà entendu parler comme quoi il y avait d'autres créatures dans l'univers de Godzilla, dont une tortue qui s'appelle Gamera. Voilà. Et oui, elle a raison. Il y a d'autres. Ouais, il y en a plein. Oui, alors après, est-ce que c'est l'univers parce que ça, je n'ai jamais su si c'est l'univers de Godzilla instauré par les Américains, parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'autres créatures dans l'univers de Godzilla au Japon. Godzilla est seul. T'as d'autres kaiju et après en fait ils se fritent entre eux, Ouais. etc. Enfin, Exactement. Tu pourrais faire un jeu de combat avec. Mais oui, mais je crois que ça existe. Hein. Je crois qu'il y a un jeu, mais pas dans. Très mauvais apparemment. Ouais, c'est possible. Mais je pense qu'il est très mauvais s'il existe. Non mais c'est pas celui-là que j'avais en tête. Il y avait un jeu justement où tu incarnais des kaiju et en fait tes arènes c'était des mini-villes et t'étais à taille kaiju, mais en fait les bâtiments étaient tellement plus petits, t'avais l'impression que t'étais sur des villes miniatures, mais en fait pas du tout. C'était des villes vivantes et tout ça, mais non. Et je sais plus le titre de ce jeu. J'avais vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait justement. Si dans le chat vous l'avez le jeu, n'hésitez c'était pas. un jeu de PS3 ou si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il vaut très cher en plus ce jeu et qu'il est naze. En PS3. Ouais. Voilà. Je regarde vite fait s'il n'y a pas genre en tapant jeu de combat kaiju. Voilà, on va voir. Oh mais Godzilla je crois. Je crois que c'était Godzilla. Oui, il doit y en avoir. Ouais, mais c'est des bons jeux. Je ne sais pas. Bon, bref, on verra. Autre chose à rajouter sur Godzilla Minus One? Oui, moi je vais quand même parler de petits défauts mineurs pour montrer que mon avis n'est pas totalement subjectif, pardon, donc il est un peu objectif. Donc oui, des légères raideurs dans le déplacement, ça je l'avais noté. Des cuts un peu pas très fluides des fois, notamment à cette scène où Godzilla est sur Terre, donc l'aviateur vole autour de lui et il y a des cuts où Godzilla est direct après il est dans l'eau et après direct. Donc voilà, il y a une rapidité de déplacement alors qu'il n'a pas, mais bon, ça c'est dû au montage. J'ai quelques petits doutes aussi sur les explications scientifiques de la flottaison de Godzilla. Ils disent qu'il est tellement énorme que c'est vrai qu'on a toujours cette image de Godzilla dans l'eau alors qu'en fait il y a un abysse en dessous et on a l'impression qu'il est vraiment stable sur ses pieds. Mais ils disent que c'est justement par rapport à son poids énorme, c'est pour ça qu'il flotte. Alors est-ce que c'est vrai scientifiquement? Ça je ne saurais pas le dire. Leur délire avec le fréon et tout ça là. Voilà, et puis c'est. Mais de toute façon, enfin, ouais, non, mais après pourquoi pas. Et puis surtout, faites ce que vous voulez. Quoi. Et puis des petits doutes aussi du coup sur la mise en place du piège, pas le procédé en lui-même. Peut-être qu'avec le procédé du fréon ça marcherait, mais la mise en place, est-ce que ça serait vraiment facile de faire ça de bateaux qui croiseraient Godzilla? Est-ce qu'il n'aurait pas lui une alternative, etc. Toi, on a l'impression que c'est facile, mais après pourquoi pas. En vrai, l'explication est pas non plus sortie des fagots. C'est pas ouais, on va l'avoir par ce procédé, un truc machin, un scientifique qui sort un délire. Non, ça reste plutôt cohérent. Ils nous montrent en plus avec la map avant, donc voilà, mais voilà quelques petites. Et puis si aussi j'ai noté le figeage de Godzilla quand l'avion tout à la fin vient se loger dans sa gueule. Il y a une figation où on a l'impression que là c'est vraiment le côté maquette qui bouge plus. Alors est-ce que c'est un arrêt sur image ou est-ce que c'est parce que du coup il vient de se prendre un avion dans la face et du coup il bouge plus? Voilà, ça m'a un petit peu tiqué, mais c'est pas non plus, c'est pas voilà. Ouais. Non, mais alors, on est sur les défauts là. Non, j'avais une mauvaise blague à faire. Après sur les défauts, je l'avoue, je reviendrai un petit peu sur Maxime, mais connaissant le budget de 15 millions du film, je répète, qui est vraiment minuscule. C'est que sur certains, on va dire, effets visuels, particulièrement sur les tanks, on a vraiment l'impression d'être sur des cinématiques de PS2 un petit peu. Où j'ai trouvé les tanks qui sortaient limite de jeux de vieux RPG. Les tanks les tanks, tu sais, dans la ville, qui vont l'attaquer. Ah, d'accord. Oui, j'ai pas oui, là on a vu les. Ça fait un peu Command & Conquer. Ouais, voilà, exactement. Command & Conquer. C'est un jeu mobile. Exactement. Alors, en revenant de petit pont pour les jeux vidéo, donc déjà le jeu vidéo qui est mythique de Kaiju, c'est Rampage, qui avait été adapté par Dwayne Johnson, souvenez-vous. Et le jeu que moi je pensais, c'est War of the Monster, qui est sorti en 2003 et sur PS2. Voilà. Et franchement, ce jeu-là, si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas. Tac. Bonsoir. En termes de jeux de genre, il y en a pas mal, mais dans les meilleurs, il y a Dawn of the Monster. Et écoute, merci The Rocket Off de nous donner un petit peu ce tips de jeu. Voilà. Gary, tu veux rajouter des choses sur Godzilla? Maxime? Non, pas de point négatif de ma part. Pas de négatif? Non, après négatif, non, j'en ai parlé. Après, moi, c'est tous les personnages. En fait, ça montre bien que c'était la guerre, mais il y a toujours des héros, puisqu'ils s'associent et ils se disent allez, on a vécu la guerre et on y retourne. Et ça montre bien les gens de ce pays après la guerre qui sont allés, qui avaient du courage aussi. Je suis d'accord.
Je compte sur toi pour me trouver le steelbook 4K qui moi, sera disponible. Ah ouais, moi j'achète le DVD. Et du coup, le Blu-ray tu as direct, dit donc que le film va rester encore combien de temps au cinéma? Ça sera la fin le 31 janvier. D'accord. Ah oui, c'est très du rapide. 17 au 31 janvier, donc pour ceux qui nous regardent en direct, n'hésitez pas, je vous le conseille sincèrement d'aller le voir au cinéma. C'est une expérience à vivre vraiment au top. Je pense que c'est l'expérience à vivre cinématographique du début d'année, sans être dans l'extravagance, etc. Ouais. Pour ma part. Et puis si vous avez l'habitude de regarder des mangas ou ce genre de choses, ouais. Voilà, même vous si ne vous aimez le Japon, serez pas perdu en fait, parce que il y a toujours des expressions auxquelles on se raccroche en japonais, malgré que ça avait absolument rien à voir avec notre langue. Et ce qui fait que des fois les sous-titres sont complètement puis ils servent à rien. C'est bête à dire, mais le japonais quand même, tu comprends leur intention dans leur jeu, vu que là c'est pas dans le surjeu, c'est bien fait. Tu sais quand ils sont dans un moment de détresse absolue, puisqu'il y en a dans ce film, et il y a des moments où ils sont dans la réflexion, pas besoin de sous-titres en vrai, même si vous allez entendre parler japonais, mais à part pour l'explication du fréon qui, même avec les sous-titres, on comprend rien. Non, puis même, on s'en tape. Voilà, on s'en fout. À ce moment-là, de toute façon, ta suspension consentie de l'incrédulité, tu l'as mis de côté. Tu sais que voilà, là, maintenant, c'est grosse réunion, les gars. On a une grosse bête, il faut qu'on la bute. Bon, voilà. Alors, on en a parlé avec GG aussi, justement, sur la VF. Heureusement, finalement, qu'elle y est peut-être pas, parce que tu disais le « et ». Les Japonais vont dire et en fait ça veut dire une phrase complète. C'est ça. Tu vois, t'avais des moments, oui, c'est ça, où t'avais et puis sous-titre, une phrase complète. C'est bête, hein, oui, c'est dans leur intention, c'est dans leur. Et Kichi le sait très bien. Son anecdote, qu'il a postée en short, le prouve très bien. Le mec quand il se retourne, il fait oh. Ça veut tout dire, tu sais exactement ce qu'il veut dire, le mec. Faut pas chier. Voilà, il n'y a pas de problème. Faut pas chier à n'hésitez pas à la retrouver sur tes réseaux, Ikichi. Voilà. Non, mais je voulais revenir du coup sur le jeu, comme tu disais, surtout dans les moments de détresse. Donc là, quand le personnage principal, donc après l'explosion du Godzilla, quand il perd quelqu'un de très proche, il y a ce cri énorme quand il crie, et c'est pas du tout surjoué. Et ça m'a mis des frissons quand il s'agenouille par terre et qu'il hurle. Je crois d'ailleurs que le cri, vous le voyez au début de l'extrait. Rien d'en parler, ça y est, j'ai les petits frissons. Non, mais c'est un truc de ouf. Allez, je rajoute une toute dernière petite frustration. Ok. Mais alors, petite zone spoil du coup. Je sais pas si. Tu veux qu'on mette la zone spoil? Bon, allez, je vais mettre la zone spoil. Voilà. Les amis, coupez le son, on passe en spoiler. Voilà, juste ma petite frustration, donc c'est quand l'aviateur rentre dans son bec à Godzilla, qui était sur le point de cracher son ultra laser. Je m'attendais à ce que Godzilla meurt avec l'explosion qu'il avait dans la bouche et que ça fasse une explosion. Au final, non, on n'a pas cette explosion, on a juste les rayons et après il s'effondre sous l'eau. J'aurais voulu avoir il a l'avion dans la bouche et comme il était sur le point de cracher, que ça explose en fait, limite que les bateaux soient décalés avec la vague et tout. Je m'attendais à ça et en fait non. Et grosse frustration pour ça. Tout ouais, c'est ça, mais ça va. Ça pète dans sa bouche quand même. Oui, mais il a plus de tête à la tête. J'aurais voulu la truc nucléaire, tu vois. Ça va, on voit pas de cerveau. Ok. C'est tout bon. C'est tout, ouais, voilà. C'est tout bon. Ok, on repasse en zone non spoiler. Vous pouvez rallumer le son. Donc voilà, s'il n'y a plus le spoiler, c'est que c'est bon, vous pouvez rallumer le son. Alors, moi j'aimerais rajouter quelque chose, les amis, sur Godzilla. Voilà. Je vais parler, je pense, à la plupart d'entre vous derrière votre écran ou derrière vos écouteurs si vous nous écoutez. Et si vous êtes consommateur de contenus verticaux, donc TikTok, Instagram ou YouTube Short, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu cette musique. Cette musique, c'est donc le compositeur et artiste Simon Say qui l'a réalisée. Elle s'appelle Pharaoh Monk et donc elle est souvent utilisée pour des montages un petit peu de glow-up en mode où on est en musculation, où on veut montrer des choses comme ça, voilà, pour montrer qu'on flexe un petit peu et qu'on est content de notre évolution, voilà. Mais justement, si je vous en parle, c'est qu'elle est connectée à l'univers de Godzilla, puisque c'est le thème originel d'un de ses ennemis, qui s'appelle Ghidorah. Écoutez plutôt, c'était en 1964.
Ils sont forts ces Japonais quand même. Hein. Ils ont quand même réussi à vous mettre en tête une trend. Moi, cette musique, je la vois souvent quand même dans mes TikTok et voilà quoi. Et donc, pour rappel, moi j'aime bien quand même. Et ça renforce aussi un autre truc parce qu'on l'entend dans Minus One, mais Ghidorah n'est pas dans Minus One. C'est pas un spoil, etc. En fait, dans Minus One, ils ont mixé le thème de Ghidorah et le thème de Godzilla. Ça commence par le thème de Ghidorah et ça se suit par le thème original de Godzilla, celui de 1954. Je t'en avais parlé, Gary, après la séance. D'accord. C'est pour montrer encore plus le côté menace. Parce que quand Ghidorah apparaît dans la chronologie, je pense, des Godzilla, c'est Ghidorah la menace, pas Godzilla. Godzilla, voilà, il était sauveur. Il devient sauveur. Il devient sauveur. Là, Godzilla est la menace principale du film, donc il fallait aussi le montrer au niveau de la musique. Et ils ont fait cette suite justement de ces deux thèmes. Et j'ai kiffé. Ah ouais, non, franchement, ce thème audio, il était cool. Là. Je suis d'accord. Eh ben écoutez les amis, merci de cet avis sur Godzilla Minus One. Si vous avez plus rien à rajouter sur ce film, c'était très sympathique et je suis très content qu'on ait pu en parler de ce film. Sincèrement, je suis soulagé limite. Là, content qu'il ait pu sortir en France. Quoi, mais oui, putain, mais moi je souhaite le revoir absolument. Moi j'achète le Blu-ray direct si ça sort en tout cas. Bien entendu, s'il y a une édition Steelbook, etc., je vous en parlerai en off et j'en parlerai sur les réseaux, bien entendu. Et si on passait à cette dernière rubrique de l'émission, ou peut-être avant-dernière en fonction du temps, on verra bien, mais cette dernière rubrique de l'émission qui est le Never Too Late. Je vais bientôt laisser la parole à GG. C'est parti, générique. C'est à toi, Jérôme. Parle-nous de ton film. Alors, donc c'est le moment du Never Too Late, car comme vous le savez, on est convaincu ici qu'il est jamais trop tard pour parler ou découvrir un film, jamais trop tard pour remonter un peu le temps, donc qu'il soit fixé sur le reflet d'une galette ou sur le flux de votre bande passante. On va donc remonter le temps pas si loin, ouais, je sais, c'est décevant, à la semaine dernière, où je quittais la chaleur du studio en vous disant que je ne savais pas trop sur quel film porterait cette chronique, et sur la route du retour, j'étais comme à mon habitude à l'écoute de notre radio locale préférée, quand soudain, le titre de Big Thief, Born for Loving You, résonna sur les ombres. Ok. Alors là, donc, révélation. Non seulement ce titre est sorti au mois de septembre, donc vous en faites pas si vous le connaissez pas, mais vous pouvez aller l'écouter. Non seulement donc il est génial ce titre, mais il m'a évoqué un film. Et oui, c'est bien le film de cette chronique, patient viewer, et de son visionnage, le souvenir de son visionnage, donc dans les années 2010 à peu près. On est chez le poteau de Jimbo, c'est soirée film avec Roger. Et ce soir-là, ces deux amateurs de films d'horreur ne me feront pas subir The Conjuring ou Dark Skies, par exemple. Non, ce soir, on sera sur quelque chose d'autre. On sera donc sur un biopic qui relate la carrière, la vie, la marche ardue de la plus grande rockstar de tous les temps. J'ai nommé Dewey Cox. Extrait vidéo. George Harrison. The one, the only, Dewey Cox. And thank you, Eddie Vedder. Walk hard. What happened to you, Dewey? I don't know, but I know what happened to you. Patrick Duffy took a beating. Walk hard. My life has been blessed, from my singing to my family to my sausage. It doesn't say Cox unless I say it tastes like Cox. Walk hard. Donc il s'agit de Dewey Cox, Walk Hard, pardon, The Dewey Cox Story, un film réalisé donc par Jake Kasdan, le fils de Lawrence, vous savez, l'Empire contre-attaque, tout ça. Okay. Il est également donc au scénario, ce bon Jake, et il est au scénario avec Judd Apatow. Judd Apatow, 40 ans toujours puceau, en cloque mode d'emploi, enfin bref, il en a plein sous le coude, et ils avaient déjà donc collaboré, au moins sur quelques épisodes de Freaks and Geeks. Par le passé, donc voilà. Je vous fais le pitch du film, rapido. Donc, le film, il retrace l'ascension vers la gloire et la chute du chanteur Dewey Cox, la rockstar qui a bouleversé des millions de personnes grâce à son œuvre sur plusieurs décennies. On y découvre son enfance tragique, ses aventures, ses mariages, ses problèmes d'addiction, bref,
les joies et les peines qui font les légendes. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui Dewey Cox ? Bah carrément. Bah ouais. Oui, parce que est-ce que c'est la plus grande rockstar pour toi du coup ? Ah mais c'est la plus Ou grande c'est admis rockstar, Dewey Cox, and you know I love Cox. est une invention géniale de nos deux scénaristes, Kasdan et Apatow. Mais pas seulement, c'est l'invention de toute une équipe. Ok. Parce que derrière, vous avez plusieurs compositeurs qui ont travaillé sur les chansons. En fait, ils ont vraiment créé le personnage, tout le mythe, l'histoire, etc. Toutes les chansons, et toutes les chansons sont donc interprétées par l'acteur, John C. Reilly, dans le film, et c'est lui qui fait la guitare, la voix, tout. Ok. Ils ont vraiment inventé complètement ce truc-là, et ça donne un faux biopic. D'accord, ok, je vois. Qui est, vraiment vraisemblable. Alors, au moment de la création, voilà, on est quelques années après le succès de Walk the Line, qui retraçait la vie, de... Oh mince. Je ne sais plus. Bref, mais c'est avec... Je ne sais plus non plus. Non, mais c'est avec Joaquin Phoenix. Ah. Voilà. Et puis c'est sorti aussi après le succès de Ray, avec Jamie Foxx. Avec Jamie Foxx, donc sur la vie de Ray Charles, etc. Le début du film est très inspiré du début de Ray, puisque notre personnage principal, Dewey Cox, lui, il perd le sens de l'odorat. Voilà. D'accord, ok. Bref, donc il joue là-dessus. Il y a énormément d'humour dans ce film. Il y a beaucoup d'humour qui fait très Saturday Night Live. C'est normal, parce qu'il y a énormément d'acteurs dans le film qui viennent du SNL. Voilà, on a notamment Kristen Wiig, pardon. Qu'on a vu par exemple dans le mal-aimé SOS Fantôme. Où il y avait que des dames. Celui de 2016. Voilà, exactement, celui de 2016, etc. Et donc, qui est une vraie bonne actrice comique, mais il y a aussi Harold Ramis, pour rester dans les SOS Fantômes. Oh. Voilà, vous avez celle qui interprète la seconde femme de notre Dewey Cox préféré, Jenna Fisher, qui était dans The Office US. Ok. Voilà. Et après, vous en avez plein d'autres, notamment on a Jack Black, Paul Rudd et Jason Schwartzman qui campent des Beatles plus cons que nature, mais ils sont merveilleux, quoi. Franchement, voilà. Walk Hard, donc c'est un film qui avait énormément d'ambition parce qu'ils ont bossé à fond pour tout créer. Voilà, et leur ambition, c'était clairement de viser les Oscars. Ah ouais. Voilà, parce qu'ils sont allés prendre l'acteur John C. Reilly, parce que voilà, c'est un type qui est clairement oscarisable. Il a déjà joué pour Scorsese, etc. Il est dans notamment dans Gangs of New York. Justement, je suis en train de regarder un petit peu là quand même, tu vois. Sa filmographie. Ouais, sa filmographie. Voilà. Et voilà, c'est pas n'importe qui. En plus, le mec chante. Sait chanter juste, il sait jouer de la guitare. Le type, en plus, s'est énormément investi déjà dans le processus créatif de toutes les chansons, etc. Parce qu'ils y sont allés à tâtons. Tous les mecs ramenaient leurs idées, ils réécrivaient les textes, etc. Ils choisissaient... bref, un truc de fou. Toutes ces chansons, elles sont merveilleuses parce qu'il y a des jeux de mots partout. Évidemment, ils l'ont appelé Dewey Cox. Voilà. Oui. C'était pour que les fans puissent dire I love Cox. Ben oui, voilà, forcément. Ce genre de choses. Et après, mais pareil, même le Dewey. Tu vois, tu dis quelque chose et après tu dis Dewey. Comme si on fait. Oui, tu vois, le do it. Non, Dewey. Est-ce qu'on devrait faire ça? Tu crois pas, tu vois, le Dewey, tu crois pas finalement. Désolé, je suis pas bilingue. Non, je sais bien. Je sais bien que c'est là où c'est compliqué. Et voilà. C'est un film donc du coup qui est sorti en décembre 2007 aux États-Unis. Il n'y a pas eu de sortie chez nous. Il s'est cassé la gueule au box-office. Il a coûté 35 millions. Il en a fait que 18. Voilà. Ils avaient donc cette belle ambition, etc. Ils ont eu
2 nominations aux Golden Globes. C'est déjà pas mal, hein. C'est que des nominations. Voilà, ils ont eu meilleur acteur donc dans un film, dans un film musical ou une comédie. Et qui a gagné en face, c'est Johnny Depp pour Sweeney Todd. Alors que franchement, tout Sweeney Todd chante faux, c'est quand même moche. Donc ils avaient aussi la meilleure chanson originale, donc pour la chanson titre Walk Hard, qui a perdu contre Guaranteed, qui est dans Into the Wild. Voilà, mais il y avait du lourd cette année. Enfin voilà, tu vois, il y avait Very with Blood en même temps. Enfin. Ah oui. Oh là. Ah oui. D'accord. Non, mais enfin bref, franchement. Déjà, c'est très difficile quand même quand t'as un film de Paul Thomas Anderson qui sort l'année parce que bon, le gars est c'est une masterpiece, hein, chaque film. Donc tu sais quand même que quand il est là et qu'il pose un film, tu sais bon, cette année les Oscars, tant pis. C'est ça. Donc bref, c'est dommage. C'est dommage du coup parce que ce film, il n'a pas autant rayonné qu'il aurait dû. Parce que c'est un film hyper créatif qui joue donc évidemment déjà c'est la parodie. Alors je veux bien qu'à l'Académie etc. ce soit pas le genre de déjà les comédies ça doit être un peu boudé. Une parodie ça l'est encore plus j'imagine. Mais c'est drôle d'avoir choisi un genre codifié et qui n'était pas tant représentatif à ce moment-là. Mais qui est très très codifié, qui est le biopic, et d'avoir réussi à en faire un truc vraisemblable. Demain, tu n'as jamais vu l'acteur, etc. On te présente ça comme si tu pourrais croire, pas un documentaire, mais un faux. Tu pourrais, franchement, la version qui était sortie de base, elle est vraisemblable parce que ça retire toute une grosse partie des années 70 où il y a plein de trucs un peu plus what the fuck, etc. Même si le début, tu sens bien que tu es sur un pastiche quand même. Mais il y a des choses vraisemblables, etc. Enfin bref, peut-être que justement parce que c'est une parodie, ça se permet d'être un peu plus critique sur le monde de la musique, etc., sur les addictions des chanteurs, etc. Bref, voilà. Walk the Line, c'est la vie de Johnny Cash, ça vient de me revenir. Hein, ok. Voilà. Pareil, donc au niveau des références, alors que ce soit dans les visuels pour les pochettes de CD, etc., ou même dans les chansons, ça reprend tout. L'affiche du film, vous avez donc John C. Reilly qui est torse nu comme ça, comme Jim Morrison sur c'est actuellement le poster que j'ai sur mon Stream Deck pour mettre le truc. Hein. Ouais, voilà. La poster de Jim Morrison là. Comme ça. Et donc voilà, façon. Avec Jim cette Morrison, coupe. avec cette coupe de cheveux et puis ce collier à perles noires là. Bref, voilà. Enfin, il y a plein de rêves comme ça. Les rêves musicales. Enfin voilà, vous avez les Beach Boys, les Doors, les Beatles, les Sex Pistols. Enfin voilà, ça part très très loin. Je vous ai parlé donc des jeux de mots et je vais prendre un exemple des jeux de mots de fou qu'il y a là-dedans dans ce film. C'est notamment donc une chanson qui s'appelle Let's Duet, mais Let's Duet, pas Let's Do It. Ok, duet. Duet comme faire un duo. Faisons un duo. Ok, d'accord. Ok, et donc ça se passe avec un Dewey Cox qui est sous cocaïne à ce moment-là. Et avec une toute nouvelle chanteuse qui vient pour accompagner, qui est mignonne comme c'est pas possible, etc. Et voilà ce que ça donne, quoi. Donc, je voulais vous pousser la chansonnette. Oula, oh là là, dis donc. 3-4. In my dreams, you're blowing me some kisses. Est-ce que vous l'avez? You're blowing me. You're blowing me, voilà. Blowjob, tout ça, je vais rien vous apprendre. Ok, d'accord. In my dream, you're blowing me. Dans mes rêves, ok, voilà, d'accord. Dans mes rêves, tu me souffles. Parce que, oui. Voilà, tu me souffles. Quelques baisers. Ok. Tu vois? Bref, voilà. Et il y a une tension sexuelle de gueudin entre les deux qui se regardent amoureusement alors qu'ils viennent de se rencontrer. Et donc là, elle lui répond That's one of my favorite things to do. Voilà, ok, d'accord. Ensuite, là, je vous donne juste la ligne d'après parce que c'est terrible. Enfin, ça continue comme ça longtemps, hein, mais ensuite, You and I could go down in history.
on pourrait descendre. Voilà, on pourrait descendre, en gros, enfin, ça veut dire exactement la même chose. Hein. Ouais. On est sur du sexe bucco-génital. Il n'y a aucun problème. Appelons un chat un chat. Mais voilà, enfin, Max, il est bientôt 22h, là, ça va se lâcher. Là. Et c'est là qu'elle lui répond, That's what I'm praying to do with you. Let's do it in ways that make us feel good. Let's do it. Enfin bref, merveilleux. Toutes les chansons, il y a toujours du jeu de mots de dingue. Évidemment, faut peut-être avoir un petit niveau d'anglais. Parce que évidemment, il n'y a pas de version française. Je ne crois pas, je l'ai jamais croisé en tout cas. Vous avez donc 2 versions de ce film. La version donc qui est sortie au cinéma qui faisait 1h30 et la unrated director cut. Enfin, il lui avait mis un nom à la con et qui fait donc 2 heures comme le faisaient tous les biopics de cette époque-là, etc. Où vous avez tout un arc qui avait été squeezé pour la sortie cinéma, où on a surtout ce qui se passe dans les années 70 et tout ça. D'ailleurs, c'est même très drôle parce qu'il y a une pause donc, dans cette version unrated, parce que donc, le début du film, on commence par Dewey Cox qui est dans les loges, etc., accoudé comme ça, on le voit dans la comme un bande-annonce, rocker, ça. voilà, exactement, et c'est une pause de Johnny Cash sur une de ses pochettes de disques, tu vois. Voilà, et là, t'as l'autre qui lui dit, mais alors, qu'est-ce qui se... Cox, find me Cox, tu vois. Enfin bref, voilà. Bref, c'est n'importe quoi. I need Cox. Tu vois. Alors, pour la traduction, bref, on est sur Twitch. Donc c'est le régisseur qui est en train de chercher donc Dewey, qui est en train de chercher notre rockstar, etc. Et là, donc il est là accoudé le long du mur. Et là, t'as son batteur qui arrive et qui lui dit non mais attends, avant de monter sur scène, Dewey Cox a besoin de réfléchir à propos de toute sa vie, de sa vie entière, quoi. Et il y a un moment, donc, tu as cette pause où on peut y aller là ? Non, là, il vient juste d'arriver aux années 70, tu vois. Enfin, bon, bref. Franchement, c'est un film vraiment que je vous conseille énormément à mater en VO, absolument. Voilà, si vous avez votre petit niveau d'anglais, c'est cool parce qu'il y a des vannes que vous louperez pas grâce à ça. Et franchement, c'est ça qui rend ce film succulent. Je remercierai donc jamais assez Roger de s'être occupé de la programmation cette nuit-là et de ne pas m'avoir fait subir l'horreur de rentrer chez moi à plus de 2h du matin dans des nuits plus éclairées après avoir vu un film d'horreur. Merci pour la torture, Roger. Et à bientôt pour un nouveau Never Too Late. Merci GG. Juste pour en revenir un petit peu, donc moi de comment t'as un petit peu décrit, je ne connaissais pas World Card, mais par contre j'avais vu un autre film qui reprend plus ou moins en fait justement ce côté un petit peu faux biopic. On retrouve en fait un petit peu le scénariste Judd Apatow derrière, on va dire, et la réalisation Adam McKay avec le fameux Ricky Bobby. Je sais pas si t'as déjà vu ce film. Ricky Bobby, c'est pour le NASCAR, c'est ça ? Exactement, ouais. Les faux pilotes de NASCAR entre et j'ai adoré ce film. C'est avec le même, voilà. le même acteur et c'est arrivé après. C'est ça, totalement. Parce que ça y est, ils s'étaient rencontrés. Il avait rencontré donc plein de mecs du SNL, donc c'est pour ça qu'il pouvait collaborer avec Farrell. Et puis voilà, t'as Apatow et Apatow. C'est ça. C'est les fameux films en fait de Will Farrell où justement après où il fait Step Brother avec lui. Step Brother, ça sort l'année d'après. Hein. Voilà, et c'est là, cette partie-là, c'est génialissime et je vous conseille. Donc, Ricky Bobby, magnifique, on me l'avait conseillé donc, pendant le confinement et j'ai adoré. Et surtout, un autre film qui est Anchorman, qui est une parodie en fait des chaînes de télé locales américaines. Oui, magnifique. Qui se tire la bourre et tout magnifique, ça. Oui. Magnifique. Anchorman, c'est super bien. Et c'était la journaliste Marie Kessabon, on a le livre qui est ici, oui. Le livre Slasher. Oui, c'est ça. Et qui m'avait conseillé justement Anchorman et je la remercierai jamais assez parce que c'était trop bien à découvrir en tout cas. Voilà, c'est du bon cinéma humoristique américain, très absurde. Je pense que c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes adepte de ce type d'humour, c'est très sympa. Merci Jérôme d'avoir pu nous faire découvrir en tout cas un film que je ne connaissais pas pour ma part. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les chroniqueurs ? Oui, ça donne envie de le regarder, mais moi, oui, ce qui m'intéressait de savoir surtout, c'était qu'est-ce qui vous a fait passer de ce genre de film alors qu'à la base, c'était une séance d'horreur qui était prévue. Alors, c'était pas une séance d'horreur qui était prévue, c'est juste qu'à chaque fois que je passais... D'accord, c'était systématique. Voilà, généralement, c'était plutôt des films d'horreur. Et là, en l'occurrence, non.
pas cette fois. Alors il se trouve que Roger, donc il est guitariste à 16h, etc. Il se débrouille pas trop mal. Donc je pense que c'est ça qui l'a attiré vers ce film de base, parce que Johnny Cash, c'est plutôt sa came. Et donc je pense que voilà, une parodie là-dessus, voilà, et ça peut, tu sais, les parodies avant c'était quoi? C'était Hot Shot et toutes ces choses-là, tu vois. Même si c'est beaucoup plus vieux que Walk Hard. Les parodies, c'est Scary Movie, hein, Ouais, et puis après, c'est ça. Après, il y a eu les Scary Movie. Mais tu vois, c'est toujours lourd, etc. Alors là, il y a des moments un peu lourds, mais pas tant que ça. Je trouve qu'il y a énormément de subtilité, en fait. Et la subtilité, justement, elle est dans les textes, notamment des chansons. Même si après, c'est des gamins, quoi, d'avoir... tu vois, le mec, ils l'ont appelé Dewey Cox. Tu vois, est-ce qu'on fait du zizi? C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est des enfants. L'humour de base. Oui, mais non, mais, tu vois, mais moi je trouve ça trop drôle. Non, mais il y a des films après qui passent à la trappe. Moi, 2007, tu dis, j'en ai pas du tout entendu parler. Même, voilà, je connais l'acteur, mais j'en ai pas. Après, voilà, il y a des films qui sortent et finalement qui sont détruits par un peu les critiques, qui sont pas du tout rentables. Et finalement, tu vas les regarder des années après, et tu vas adorer, tu vas les regarder plusieurs fois. Moi, je pense notamment à John Carter, qui est sorti en 2016, qui s'est fait éteindre. Et finalement, aujourd'hui, on a plaisir à le regarder. Aujourd'hui, c'est ce que tu demandes à Disney, en fait, de faire des trucs originaux et plutôt que de venir détruire ta jeunesse ou tes licences préférées. Je pense que c'est sans doute ce genre de film. C'est un petit peu ça. Et John Carter, on l'a vu ensemble. John Carter, et puis il y a l'autre avec Johnny Depp et ses plumes. Lone Ranger, mais c'est j'ai moins accroché. Moins accroché non plus. Puis à la base, c'est une série télé. Donc John Carter, c'est vraiment un produit d'imagination Disney. Et d'ailleurs, ça devait découler. Et si ça marchait, ça devait découler sur des attractions. Donc c'était vraiment le but. C'était du marketing comme ils savent le faire Disney. Ça a pas pris. Il est pas sorti au bon moment. Comme Tomorrowland, qui a adapté de base des lands un petit peu à la Jules Verne, justement des parcs Disney. Et puis de son projet de ville. Exactement. Ouais. Donc et ça pareil. Avec George Clooney, ça s'est complètement fait éteindre. Mais tu as raison, Maxime, il y a beaucoup de films, on va dire, qui se sont fait éteindre. Et après, ils apparaissent dans le label Série M, les amis. Alors voilà, moi, en vrai, j'ai pensé à toi, Maxime, tout le long de l'écriture de ça, et même pendant que je re-regardais le film. Et tout, je me suis dit ça c'est du rated M, tu vois. Peut-être il y aura une chronique sur des séries, sur des films oubliés. Voilà que peu de gens apprécient. Alors, je me suis dit il y en a une direct. Ouais. Direct, il va la dire parce que là il est pas bien, il est obligé de la dire. Donc dis le titre de ta série. De quoi? Sliders. Ah oui, celle-là j'adore. Des séries, on aura l'occasion d'en reparler. Mais bien entendu, les amis. Ça me fait penser à cette anecdote off qu'on avait eue là quand je vous parlais d'un film avec Samuel Jackson. C'est moi qui leur en avais parlé quand il t'avait envoyé le vocal. Ah oui, ou le président. Ouais, il est président. Et même toi, tu dis attends, je vais envoyer un message à Maxime. Ça, c'est un film qu'il a dû voir. Il t'envoie le vocal et en direct, il nous fait écouter. Ah ouais, non mais oui, c'est un film avec Samuel Jackson. Et là, un plié de rire. Je l'avais vu. C'était quoi? C'était putain, je sais plus. L'homme du président. Non, c'est un enfant qui va aider le président. Qui tombe en Russie. En fait, le président s'échoue en Russie, machin. Et puis, c'est le film nanar par excellence. Mais film oublié, les amis. C'est ça. Mais ils ont le mérite d'exister. Ah oui, c'est clair. Et après, Walk Hard, voilà. Big Game de 2014, les amis. Incroyable, mais il n'y a que Maxime qui l'a vu. Ouais, que Maxime qui l'a vu, tu vois. Je ne regrette rien. C'est certain. Moi au cinéma. Mais pour le coup, Walk Hard, il s'est fait une petite réputation par la suite, etc. C'est pour ça qu'ils ont sorti donc cette version unrated, etc. Director's Cut, machin chose. Même si à l'international, il a jamais remboursé son budget de production. Etc. Surtout si tu dis qu'ils visaient les Oscars, donc ça veut dire qu'ils ont mis les moyens sur la création des musiques, la mise en scène. La création des musiques, etc. Enfin, ça, pour c'est avoir un coup, les gars. quelques vidéos de making-of, etc. Enfin, John C. Reilly, il est allé jusqu'à faire une mini-tournée de concerts en tant que Dewey Cox, avec donc d'autres musiciens, parce que les 3 musiciens qui l'accompagnent dans le film, les 3 interprètes, c'est des acteurs du SNL, donc voilà, ils n'étaient pas du tout batteurs ou etc. Mais voilà, et le mec tenait des scènes pendant un set de 1h, 1h30, tu vois, de chansons. Etc. Façon country. Il y a même une vidéo que j'ai vue où t'as l'actrice du SNL dont j'ai parlé tout à l'heure,
Kristen Wiig, qui le rejoint juste pour faire le Let's Duet justement, alors que c'est pas sa partie, c'est pas elle qui chante, puisque elle interprète la première femme et pas la seconde. Bref, et elle connaît le truc. Enfin bref, c'est succulent ce genre de truc. Ouais, mais ça fait. Nous, on a Fatal Bazooka, hein, je suis désolé. Mais Fatal Bah, bien sûr, est à peu près dans le même esprit, je trouve. Hein, une parodie d'un mec qui montre un rappeur qui est au top et qui va devenir has-been suite à un nouveau mouvement de musique. C'était vachement précurseur. Ouais. Et le film Fatal est très bon. C'est ça. Mais Et puis il a fait des albums aussi. Il a créé oui, un personnage. il a fait des albums, il a fait des scènes musical, aussi. personnages, ouais. etc. Mais après, le fait est que ça venait pas parodier des biopics de rockstar. Non, mais oui. De chez nous, il y en avait toujours pas, tu vois. C'est vrai. Enfin, il y avait pas de biopic en tout cas, etc. Bref. Voilà, et puis il y a peut-être ça aussi qui a fait grincer des dents, le fait qu'on ose se moquer de rockstar, etc., sur des films qui avaient très bien fonctionné et tout, parce que pour Walk the Line, Joaquin Phoenix, il avait gagné 2-3 trucs Ok. et tout ça. Là-dessus. Après, c'est pas grave de se moquer tant que c'est bien fait, quoi. Ah ouais, non, et puis bah, voilà. bah, pour le coup, voilà, ça se moque, c'est bien fait, c'est plutôt subtil, je trouve. Voilà. Alors, donc, je reviens un petit peu vers vous, les personnes du chat, parce que je vous ai bien posé une question, donc en préambule un petit peu, justement, pendant la chronique de GG, sur ce petit débat bonus sur nos films, nos attentes de 2024. C'est un petit bonus Twitch. Donc, je reviens vite fait sur ce que vous avez pu dire dans le chat pendant la chronique de GG, je voulais pas l'interrompre. Donc, on a NJ qui nous a dit « Trop cute, tu as une très jolie voix ». Merci, c'est gentil. Cette voix suave. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc, au niveau des films, bah justement, Angie, elle a répondu à la question. Elle attend énormément le film de Bob Marley, donc qui va s'appeler One Love. Bah, voilà, exactement. Donc le biopic n'est pas mort sur les stars. Etc. Ah non, parce C'est que ce j'ai j'ai vu vu Timothée quand- Chalamet est prévu pour faire aussi un biopic de John Lennon, je crois. Ah bah, Ah ouais. alors John Non, Lennon, Bob Dylan, je sais alors, plus. parce que si c'est de John Non, Lennon, Bob- franchement, non, Bob peut-être Dylan. pas. Je pense Bob que je Dylan, serais pardon, pas Bob capable Dylan. de voir sérieusement Non, quelqu'un non. interpréter Pardon, John Bob Dylan, Lennon après pardon. Paul Rudd. Et puis bah je pense qu'elle aime bien, on va dire, les biopics musicaux, donc je pense que Walk Hard, ça peut peut-être Ah bah, l'intéresser. du coup, tu auras les références. Hein. Mais parce que le deuxième film de 2024 qu'elle aimerait voir, c'est Black to Black, le film sur Amy Winehouse, qui sortira donc cette année. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, Angie, de tes deux petits films. N'hésitez pas dans le chat à nous dire vos films pour l'année 2024. Mais on va commencer avec Gary qui va nous dire un petit peu les films que tu as envie de voir sur l'année 2024. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Alors, premièrement, il y aura, on a parlé Godzilla X Kong. Exactement, New Empire. plus Voilà, précisément. parce que même s'il est nul, j'ai aimé. Ah, le plaisir coupable. C'est ça. Mais c'est Hein tellement ça. Ah, on C'est de dirait la Emma merde, Stone mais on avec une l'adore. pomme, c'est trop mignon. Le plaisir coupable. Mais je le rejoins là-dessus, sincèrement, bien sûr, sur mais bien Godzilla sûr, X mais, Kong. J'irai le voir On au les a cinéma. un peu bien. taillés, comme tu dis, mais moi aussi j'aime beaucoup le Monsterverse. Voilà, c'est la petite. Non, mais le petit plaisir. on les a taillés parce que c'est nécessaire. Parce Oui, que, voilà. Mais parce qu'il faut ramener les choses à sa place aussi. Exactement, Quand on disait, voilà. on parlait de budget aussi. Et le second film, ce sera Dune 2. Dune de Denis Villeneuve. Là, je sais qu'il sera juste bon, de toute façon. Voilà, exactement. Faudrait que je regarde le 1 déjà. Oh non, Oui, mais bah oui. Ah oui, je sais, faut que je rattrape plein de choses. Eh, le gars, non, mais c'est ça qui est incroyable. Le 1, tu iras le voir quand il ressortira au cinéma avec le 2. T'as juste C'est pas le reçu. choix, tu On crois. m'engueule, c'est reçu. D'accord, tu ne le regardes pas chez toi sur crois un écran de télé. Très bien. Sortir au cinéma. Non, non, mais attends, bien. parce que Maxime, c'est le premier à dire Dim, il faut que tu vois ce film-là, faut que tu Oui. vois ce film-là. Et Dune, ça fait genre 2 ans que je lui dis, mais regarde-le, tu vas kiffer. Et Je non. vais le regarder, je vous le promets. Ok, d'accord. Et ben justement, qu'est-ce que tu as envie de voir en 2024, Maxou? Alors, moi, je pense que... Alors, bon, c'est pas forcément... J'appréhende. Voilà, j'appréhende. C'est Gladiator 2. De Ridley Scott. Voilà. Avec notamment en acteur, si je dis pas de bêtises, Pedro Pascal. Oui. Et notamment... Mais je sais plus. Si, il y a un acteur connu. Il y a Parce que le- les autres, sont, il moi y a je la- les connais pas trop. Vraiment, à mon avis, ça va être les personnages principaux, peut-être, mais je les connais pas. À part Pedro Pascal et puis, Il y a l'acteur de Stranger Things qui est dedans. Hein. ben, c'est pour ça que je ne connais alors, pas. c'est Pedro Pascal, Paul Mescal et Denzel Washington. Denzel Washington, merci, que j'adore, effectivement, puisque on a parlé aussi de Equalizer 3 récemment. Donc, oui, non, j'ai hâte. Et puis, bon, c'est Ridley Scott. C'est un monument du cinéma, ce film, Gladiator.
Voilà, même si je crois que Ji Moon-soon va peut-être réapparaître, je ne pense pas pour Russell Crowe, je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Est-ce que c'est nécessaire de faire une suite autant après autant d'années? C'est pour ça que j'appréhende, parce que j'adore ce film, c'est un monument du cinéma, non, mais c'est complètement. une référence dans le cinéma. Mais le truc, c'est que s'il parle pas réellement de la suite du 1 et que c'est un autre film sur le Gladiator, pourquoi l'appeler Gladiator 2? Ça va se passer bien après, apparemment. Mais bon. Ok, non, mais à voir. Et l'acteur de Stranger Things qui sera dedans, c'est Joseph Quinn, donc c'est l'acteur qui joue Eddie. Voilà, qui sera dans Gladiator. Voilà. Merci Maxime, c'était ton seul film de 2024. Après, il y en aura d'autres. Voilà. Oui, voilà. Mais bien entendu. GG. Alors, contrairement à Maxime, moi j'ai bien peur que Gladiator me reste de travers. C'est vrai. Moi, je serais plus tenté donc par le Comte de Monte Cristo qui est annoncé pour la fin de l'année, parce qu'a priori, après tout, on a réussi les 3 mousquetaires. Alors peut-être que c'est les mêmes scénaristes. Ouais, c'est pour ça. J'ai plutôt confiance. Voilà. Sinon, donc Dune, évidemment, parce qu'on ne sera pas déçu. Et puis, ouais, si, la planète des singes, ça a l'air cool. Ok. J'avais bien aimé les précédents, même si, ouais, on verra. Ok, donc voilà. Et Kichi. Alors moi, effectivement, La planète des singes, bien que je me demande si c'est nécessaire de faire une suite du 3 qui concluait bien cette saga. D'après la bande-annonce, pourquoi pas. On voit des humains ramenés à l'ancien, un peu à la préhistorique, préhistoire, etc. On voit vraiment ce côté, les singes qui ont dominé les humains. Voilà, à voir. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Sinon, moi, j'attends beaucoup aussi SOS Fantôme. Très bon choix, SOS Fantôme. La menace de glace. Pareil, j'ai des appréhensions sur pourquoi la menace de glace quand on voit la bande-annonce. Quel est le rapport avec le monde fantomatique, les esprits, etc. et la glace, donc à voir. Sinon, peut-être parce que c'est des fantômes qui vont être libérés, délivrés. De la glace. Voilà, c'est ça, sûrement. Et sinon, petite aussi attente sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim en film d'animation. Hâte de voir en fait un film d'animation dans cet univers. Ok. D'accord. Écoute, super, merci beaucoup. Pour ma part, moi j'en ai 3. T'as des films d'animation Le Hobbit? Ah ouais, mais à l'ancienne. Ah oui, à l'ancienne, oui. Oui, mais ils sont même plutôt pas appréciés. Non, pas trop. C'est ce que j'allais dire. C'est plutôt réputé pour être pas très bon, quoi. Alors pour ma part, au niveau donc des films de 2024, j'en ai un particulièrement. C'est Venom 3. Non, je plaisante. Sors de cette salle. Allez. Revenez, je plaisante. C'est de la merde. Mais ça se trouve, ça va être une masterclass, un crossover Marvel avec une fin, ça se trouve pas générique, exceptionnel. Non, t'attends pas à ça. En vrai, il y en a un. Si ça se trouve, il y aura Tobey Maguire. Bien sûr, je rigole. Non, bien entendu. Sois sérieux, s'il te plaît. Exactement. C'est dommage, si je suis sérieux, mardi. les films que j'attends pour 2024, donc je vais éviter de répéter Dune, mais bien entendu il est dedans. Je vais citer le prochain film de Matthew Vaughn, qui s'appelle Argyle, qui sort à la fin du mois, que j'ai vraiment envie de voir. En plus de ça, il y a un petit délire sur internet avec une précommande d'un livre qu'on peut faire. Mais apparemment, c'est pas vraiment le livre du film, mais c'est le livre qu'elle écrit dans le film que tu peux acheter. Donc il y a des théories sur ce livre parce qu'il raconte pas en fait l'histoire du film. Donc c'est intéressant. Qui est disponible. Donc le livre il sort le 12 février, il est dispo en précommande sur la Fnac si je me trompe pas. Le deuxième film que je dirais moi c'est Joker 2. Folie à 2, bien entendu. Todd Phillips, j'ai adoré le premier film, tout ça, nanana, vous connaissez. Et le troisième film, c'est Mad Max Furiosa, qui sort cette année avec Anna Taylor-Joy et Chris Hemsworth dans les rôles principaux. C'est des films que j'attends vraiment beaucoup. Après, il y en a d'autres dont on parlera. J'aurais pensé que tu aurais cité Deadpool 3, tu vois aussi, qui est dans les mentions honorables des films attendus pour moi, je pense. Justement, j'allais y venir. Bien entendu, c'est les films qu'on attend, on va dire vraiment sur le haut du palier. Il y a des films, comme tu l'as dit, mention honorable. Moi, j'attends Nosferatu en mention honorable de Robert Eggers. J'attends Deadpool 3, comme tu l'as dit, retour de Hugh Jackman en Wolverine. Pour ma part, c'est survalidé, surtout qu'il y a des théories qui disent qu'il y aura
Une bande-annonce donc au Super Bowl. D'ailleurs, je vous fais la petite exclue. C'est fort possible. Le Super Bowl sera diffusé le 12 février, le 11 février, si je ne me trompe pas, le 11 février, donc dimanche soir. Je serai en live toute la nuit. Voilà, c'est ici, sur cette chaîne-là. Je serai en live toute la nuit. Je ferai des réacts sur les bandes-annonces voilà, qui sortiront en même temps. Je ne montrerai pas les images du jeu, du film, pas du match, mais on pourra parler en tout cas des bandes-annonces qui sortent. Voilà, et s'ils seront sur YouTube, je les mettrai sur YouTube, sur le live, voilà. Mais je serai en live toute la nuit, voilà, pour le Super Bowl. C'est acté, vu que maintenant l'installation est plutôt correcte et plutôt simple à mettre en place quand je serai solo. Voilà. Et sinon, donc dans les mentions honorables, moi, il y a un film qui sort la semaine prochaine que j'ai vraiment envie de voir, qui s'appelle Iron Claw, donc qui est le nouveau film de A24. Une boîte de prod qu'avec GG on suit énormément, une boîte de prod qui est plutôt limite un label de qualité, et ça raconte l'histoire d'une famille de catcheurs, on va dire, qui va perdre un petit peu leur qui vont se détruire en fait avec cette avec Zac Efron. Avec Zac Efron, Ouais, exactement, voilà. On voit la bande-annonce partout. Et moi j'attends énormément ce film, voilà. Les amis, et puis après il y en aura plein d'autres, bien entendu. L'année de 2024 risque d'être pas trop mal au cinéma. Merci les amis d'être venus, merci les personnes sur le chat, merci aux différents viewers. Si vous êtes passés sur le live, nous faire un petit coucou ou non, ça fait toujours plaisir. On vous fait des très très gros bisous. C'était une super émission, merci pour le Never Too Late, merci pour vos avis respectifs les amis, c'était vraiment très très cool. On se retrouve donc très prochainement sur YouTube ou sur les plateformes audio si vous avez envie de retrouver toutes les émissions. Et bien entendu, le 12 février, je serai en live sur Twitch et il y aura une émission, peut-être la semaine d'après ou dans 2 semaines, fin février, un nouveau Late Show. Voilà, on vous fait des gros bisous. Ciao à tous!